Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 58e webinaire du Carré de Paris. J'ai ce soir l'honneur et le plaisir de présenter le politiste Adam Bashko, qui est chercheur au CNRS et il est rattaché au Centre d'études et de recherche internationale à Sciences Po Paris. Il est actuellement chercheur invité à l'Université de Columbia aux États-Unis. Adam va nous parler ce soir de son dernier ouvrage, qui est paru aux éditions du CNRS en août 2021 et qui s'intitule « La guerre par le droit, les tribunaux talibans en Afghanistan », que vous voyez ici à l'écran. Donc, voilà. Le moment de la sortie du livre, fin août 2021, était un moment plus ou moins opportun, puisque, vous le savez, le 15 août dernier, les talibans ont repris le pouvoir à Kaboul. Après 20 ans d'occupation, les puissances occidentales se sont retirées du pays, laissant derrière eux du désordre et du chaos. Le retour des talibans a été présenté dans les médias en Occident souvent comme une surprise, alors que le scénario de leur reprise du pouvoir a été effectivement discuté et élaboré dans l'accord de Doha, qui a été déjà signé en février 2020 par le gouvernement américain de Donald Trump. Avec cette signature de l'accord de Doha, les Américains ont en quelque sorte déjà admis la victoire des talibans dans cette guerre. Alors, la question qui demeure donc et qui va nous intéresser plus particulièrement ce soir, c'est comment ont-ils fait? Comment les talibans, aux capacités militaires et technologiques bien inférieures à celles des armées occidentales, ont pu gagner cette guerre? Eh bien, nous allons répondre à cette interrogation avec notre invité de ce soir, qui est avec nous depuis New York. Bonsoir à vous, Adam Bashko. Bonsoir Isabelle. Merci tout d'abord d'être avec nous ce soir, ou plutôt ce midi pour vous à New York. Pour commencer notre débat, j'aimerais beaucoup que vous nous dites pourquoi vous avez choisi, vous en tant que politiste, de travailler sur un sujet qui devrait plutôt intéresser les juristes, à savoir le droit et plus particulièrement en Afghanistan. Comment ça se fait que cette question vous a intéressé en particulier? Oui, c'est une excellente question que vous posez parce qu'effectivement, je suis arrivé en Afghanistan avec un questionnement qui était avant tout politique. Je me demandais, comme vous l'avez posé, la question qui quelque part traversait ma recherche était déjà celle de la progression talibane et la manière dont les talibans pouvaient gagner une guerre et une insurrection qui gagne une guerre face à une armée supérieure d'un point de vue technologique et en termes de ressources, c'est nécessairement une armée qui obtient une forme de soutien populaire. Et donc les talibans, dont on a une image en Occident qui quand même rend difficile le fait d'envisager, de concevoir qu'il puisse avoir un soutien populaire, eh bien c'était ça mon énigme, comment ce mouvement a réussi à obtenir un soutien populaire. Et donc, je ne suis pas du tout arrivé avec les cours, les tribunaux et le droit comme objet, je suis arrivé simplement avec qu'est-ce qui, dans les pratiques talibanes, faisait qu'ils gagnaient un soutien populaire. Et c'est dans les entretiens, c'est en discutant avec des Afghans dans les zones sous contrôle des talibans que j'ai compris progressivement que les cours, les tribunaux étaient un élément essentiel de leur progression et surtout que les cours et les tribunaux, et c'est deux entretiens principalement qui m'ont aidé à le comprendre, que les cours et les tribunaux provoquaient une forme de reconnaissance de la part de personnes qui leur étaient pourtant politiquement opposées. Donc une reconnaissance des tribunaux qui ne signifiait pas une adhésion politique, mais qui montrait bien quelque part un véritable succès des talibans en tant qu'autorité politique et juridique. Vous les avez donc côtoyés et vous les avez aussi interrogés. Dites-nous peut-être un peu plus qui sont selon vous les fameux talibans, d'où viennent-ils, de quoi vivent-ils et surtout une question qui intéresserait peut-être nos spectateurs, comment avez-vous fait pour les approcher? Alors, les talibans sont fondamentalement un groupe social assez homogène qui est constitué de gens du clergé, c'est-à-dire ce sont des mollahs ou des ulémas
venu des campagnes dans l'ensemble du pays. On a tendance à trop se concentrer sur le sud du pays. C'est un mouvement qui a toujours eu une forme d'adhésion à peu près dans l'ensemble du pays, mais dans les zones principalement rurales. C'est vraiment un mouvement rural, un mouvement religieux, un mouvement composé de clercs, de gens qui ont été généralement, qui ont étudié ou ont été diplômés par les écoles religieuses d'un courant très important dans l'islam sud-asiatique qui s'appelle le déobandisme et qui forment des gens en théologie ou en droit islamique. Pour le dire autrement, les talibans, ce sont des gens qui se considèrent comme des juges, qui se regardent comme des gens qui sont compétents pour appliquer le droit islamique et qui sont effectivement reconnus comme tels dans une partie des campagnes. Les approcher étaient à la fois difficiles et pas si difficiles parce qu'ils font partie de la société rurale afghane. Et donc, je les ai approchés en fait à travers des gens qui ont accepté de me présenter leur entourage membres des talibans. Il y avait toute une série de personnes en Afghanistan qui, quelque part, se trouvaient un peu entre les deux, qui avaient une partie de leur famille ou une partie de leurs activités du côté du gouvernement. L'un d'entre eux, par exemple, avait même une licence de l'université de Yale. Et en même temps, d'un autre côté, eh bien, ils avaient soit de la famille, soit des formes d'engagement aussi du côté taliban. Et ces personnes que j'ai connues qui étaient entre les deux m'ont en fait présenté des gens autour d'eux qui m'ont permis de connaître progressivement de plus en plus de gens dans le mouvement, de plus en plus de gens qui étaient des juges et aussi des gens qui étaient tout simplement des usagers, puisque l'un des éléments centraux pour moi dans le livre, c'est de mettre en confrontation le regard des talibans avec le regard du public de ces tribunaux, de tous ces Afghans qui décident de faire usage de ces tribunaux et de comprendre pourquoi, comment et qu'est-ce que eux tirent de leur passage devant ces tribunaux. Mais il est vrai, il peut quand même paraître assez surprenant en fait de s'intéresser au droit, alors qu'on a affaire quand même ici, dans le cas de l'Afghanistan, à une guerre civile, une guerre qui a quand même ravagé le pays. Et lorsqu'on s'intéresse en fait à la notion de guerre en sciences humaines et sociales, celle-ci est souvent présentée comme une situation de non-droit. Alors, ça paraît paradoxal en fait d'approcher la guerre par le droit. Alors, j'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi justement cet angle-là en fait. Oui, c'est un vrai problème qu'on a parce qu'on a une idée intuitivement, une idée commune, un sens commun qu'une guerre, c'est le moment où il n'y a plus de droit. On a cette idée très classique qui en fait nous vient de la philosophie politique que lorsque les armes commencent à parler, le droit se tait nécessairement. Et le seul droit qui pourrait exister dans un contexte de conflit armé, c'est justement le droit des conflits armés, ce qu'on appelle techniquement le droit international humanitaire. Cette idée-là, qui est une idée très commune, qu'on voit par exemple lorsqu'on parle de justice transitionnelle, parce que dès qu'on veut parler de justice dans un contexte de guerre, on doit l'appeler autrement. Et donc, très souvent, ce qu'on fait, c'est que dès qu'on voit de la justice quelque part, comme la justice transitionnelle, eh bien, on dit que c'est un contexte de post-conflit. Et l'Afghanistan de 2001 à 2006, 7, 8 est considéré comme un contexte de post-conflit parce qu'on ne peut pas envisager qu'il y ait d'autres formes de droit, qu'il y ait des formes de droit dans un contexte de guerre. Et c'est un problème en fait qui vient vraiment de la philosophie politique et du fait qu'on l'a transposé dans les sciences sociales. En réalité, en sciences sociales, il y a tous les outils pour penser ce genre de contexte. Parce qu'empiriquement, il n'y a pas de doute. Empiriquement, moi, j'ai travaillé en Syrie, en Afghanistan et maintenant je travaille au Mali. Une guerre civile, ce n'est pas un contexte de réduction du droit, c'est un contexte de multiplication du droit. Il n'y en a pas assez, il y en a trop. Il n'y a pas un problème de manque de revendications, de manque de personnes qui exerceraient le droit. Il y a trop de gens qui disent tous vouloir prendre des décisions qui sont contradictoires. Et en fait, les sciences sociales, elles ont les moyens de faire ça, parce que l'anthropologie du droit, elle a très classiquement regardé des formes de droit qui seraient en dehors de l'État. Et l'Afghanistan, ici, n'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est en fait quelque chose d'assez classique. Toutes les guerres civiles sont des moments où le droit se multiplie et aussi où le droit joue un rôle central pour les gens, puisque bien évidemment, ce n'est pas parce que les gens ont un engagement politique extrêmement fort, puisque les guerres civiles sont évidemment des moments d'engagement politique très fort, qu'ils arrêtent de se battre pour la garde de leurs enfants, pour un conflit d'héritage. Et donc, il y a toujours une demande de résolution de conflit qui, au contraire, prend une importance d'autant plus grande que les acteurs autour se mettent à vouloir les instrumentaliser. Donc, vous dites en fait que les guerres civiles ne sont pas marquées par l'absence de droit, mais par une profusion en fait de différents systèmes ou de normes juridiques qui se concurrencent. Ça m'a fait d'ailleurs penser à ce que disaient Noah Coburn et John Dempsey, puisqu'ils parlaient d'un certain market shopping.
hein, que les gens éliraient quelque part leur juridiction un peu comme s'ils faisaient finalement leurs courses. Ce n'est pas tout à fait votre approche, vous n'êtes pas tout à fait convaincu par cette analyse-là. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu pourquoi et selon vous, quelle est la force justement du droit dans cette guerre civile afghane? Oui, oui, c'est-à-dire que l'anthropologie juridique, si elle a construit des outils, parce que ce que Dempsey et Coburn utilisent, c'est en fait un concept classique en anthropologie du droit qui, à partir de l'idée de pluralisme juridique, si vous voulez, l'anthropologie juridique s'est développée dans l'idée de souligner qu'il existait en dehors des tribunaux officiels des formes de droit. Et donc, ce qu'elle a souligné, c'est la coexistence de plusieurs droits. Et c'est comme ça que des gens, à partir des années 70-80, développent la notion de market shopping, l'idée que dans un contexte comme ça, les gens ont le choix. Et les guerres civiles, elles montrent très bien, premièrement, que le fait qu'il y ait plusieurs systèmes juridiques, ça ne veut pas dire qu'ils coexistent. En Afghanistan, il n'y a pas une coexistence de systèmes juridiques, il y a une compétition à mort, il y a une lutte à mort. Les juges talibans étaient directement visés par les forces spéciales américaines qui les traquaient. À l'inverse, progressivement, les talibans se sont mis à viser les juges du régime en considérant qu'il était très important d'éliminer les juges. Et on retrouve ici une dynamique qu'on voyait ailleurs. Il y a un très bel ouvrage par Liora Israël sur les juges du régime de Vichy, dans le contexte de la guerre civile française, parce que la Seconde Guerre mondiale en France, c'est une guerre civile, quelque part. Vous avez un affrontement aussi de juges. Les guerres civiles sont toujours des affrontements de juges, et donc ce ne sont pas des moments de pluralisme, de coexistence, et on a trop souvent tendance à se concentrer sur l'idée qu'une guerre civile, c'est un moment où le droit revient au local, et les gens s'arrangeraient un peu comme ils peuvent, et ils choisissent. Alors, soit ils vont à Kaboul, au tribunal officiel, soit ils règlent les choses entre eux. Non, pas du tout. C'est un moment où les acteurs politiques vont jouer justement du droit pour essayer de s'imposer en le faisant d'une manière exclusive. Il y a un seul système juridique et les choses qu'il peut englober qui va s'imposer. Et dans ce contexte-là, le droit, il joue un rôle essentiel aussi parce qu'il est un moyen pour un acteur armé de faire passer son idéologie, de faire passer sa vision à travers des actes pratiques. Et on revient ici à quelque chose que la sociologie du droit a très bien montré. Pierre Bourdieu parlait justement de la force du droit dans les années 80 en parlant de la France, en disant mais le droit, c'est cet instrument extraordinaire qui, si on respecte les règles techniques, sa technicité, si on accepte les contraintes qu'il pose, le fait de respecter une série de règles, parce qu'on ne peut pas faire du droit en faisant n'importe quoi. Pour faire du droit islamique, il faut respecter des règles. Il y a par exemple, dans la jurisprudence hanafite que les talibans appliquent, des règles extrêmement strictes sur la manière dont on prend une décision, sur le type de décisions qui peuvent être prises. À condition de respecter ces règles, néanmoins, on peut naturaliser, pour reprendre le mot de Pierre Bourdieu, présenter comme des choses évidentes, naturelles, des choses qui sont en fait politiques. Et dans un contexte de guerre civile, c'est ce que font tous les mouvements armés. La question que je pose dans le livre, quelque part, si je devais la poser en un mot, c'est comment un juge taliban, qui est autant taliban que juge, se fait reconnaître en tant que juge alors qu'il est taliban. Eh bien, c'est ça la force du droit, c'est de parvenir à faire reconnaître un juge taliban comme juge, alors même qu'il est taliban, de faire reconnaître ses décisions qui sont extrêmement emprises de l'idéologie talibane comme des décisions juridiques, comme un simple arbitrage, comme une simple décision qui met fin à un conflit, alors même qu'elle est prise d'une vision politique, qu'elle a des effets politiques essentiels. Merci beaucoup, Adam. Donc, après avoir tenté de poser un peu le cadre de votre analyse dans le livre, j'aimerais qu'on aborde à présent la question en fait, de la relation qu'entretiennent les talibans avec l'État afghan et quel regard ils portent sur les transformations sociopolitiques. Donc, tout d'abord, peut-être pour amorcer cette deuxième partie, quel positionnement les talibans ont vis-à-vis de l'État afghan? Oui, c'est une question très importante parce que comme les talibans ont été beaucoup décrits à travers la vision, alors parfois une vision caricaturale en les traitant d'incultes ou de barbares, mais aussi à travers une vision cette fois un peu plus précise, qui a plus à voir avec la réalité du caractère fondamentaliste et de la radicalité de leur interprétation des textes religieux, ce qui pour la peine est vrai. On a beaucoup manqué un autre élément très important qui est que les talibans sont un mouvement fondamentalement étatiste. C'est un mouvement qui naît en 1994 dans la province de Kandahar, dans un contexte de guerre civile entre les commandants qui avaient lutté contre le régime soviétique et qui avaient ensuite, dans une lutte de pouvoir développer des guerres fratricides et intestines ravageant l'ensemble du pays pendant des années. Et Kandahar, c'est la pire des provinces à cet égard. La province est divisée entre une centaine de commandants et la seule ville est divisée entre une douzaine de commandants qui se bombardent à l'artillerie lourde. Et les talibans, ils naissent
dans ce contexte-là, hein, c'est des membres du clergé qui ont rendu les armes après la défaite du régime soviétique et qui les reprennent contre ces commandants-là et qui donc ont un soutien populaire. On oublie ça maintenant, mais entre 1994 et 1996, les talibans sont très populaires en Afghanistan. Ils sont même très populaires dans les chancelleries occidentales, puisqu'on a beaucoup espoir en Occident qu'ils vont mettre fin à cette guerre civile dont tout le monde veut voir la fin. Et quand ils vont prendre le pouvoir, ils vont improviser leur projet étatique parce que c'est un mouvement qui n'a jamais pensé sa prise de pouvoir. Hein. Il a un soutien pakistanais qui va lui permettre de s'emparer très, très vite du pays. Puis il va vraiment improviser son pouvoir à travers une série d'idées assez simples qui sont liées à une vision assez morale de la société. Il est très, très important de… vous voyez, quand on écoute les discours de Mollah Omar, qu'il faut lire, c'est très intéressant de lire les discours de Mollah Omar qui font écho au discours de mes juges. De ces juges talibans, eh bien, ils disent tous un peu la même chose. Le problème de la guerre, ce n'est pas un affrontement géopolitique, ce qui serait une vision qui aurait un sens. Ce n'est pas un affrontement entre groupes sociaux, entre les diplômés des madrasas et des universités, à nouveau, ce qui aurait un sens. C'est un problème de morale individuelle qu'il faut remettre, c'est un problème de dissolution des mœurs, quelque part. Hein, les gens sont corrompus, et donc, comme ils sont corrompus, ils finissent par trahir. Et ils vont donc s'appuyer sur des pratiques historiques de l'État afghan. Hein, lorsque, par exemple, Mollah Omar, en 1996, se fait nommer commandeur des croyants, émir al-Mouminin, il fait d'abord référence à l'acte que fait en 1880 un roi d'Afghanistan, Abdulrahman Khan, qui justement, pour s'imposer dans le pays, va s'appuyer sur ce jeu de passage de la légitimité religieuse à la légitimité politique pour s'imposer, et c'est bien à ça que Mollah Omar d'abord fait écho, c'est-à-dire à la tradition étatique afghane. Ils vont reprendre la constitution de 1964, hein, ce qu'ils ont à nouveau annoncé d'ailleurs il y a quelques semaines. Ils vont construire le système judiciaire en reprenant l'architecture juridictionnelle de 64. On a un mouvement qui justement va s'inscrire, reprendre les fonctionnaires communistes dans les années 80, reprendre les fonctionnaires du régime soutenu par l'intervention américaine actuellement, un mouvement qui fondamentalement veut le pouvoir, veut être l'État et veut concentrer dans les mains du clergé l'ensemble des pouvoirs. On a souvent l'impression que en fait, l'Afghanistan a commencé à devenir instable à partir du moment où les Américains y sont intervenus, alors que quand on vous lit, en fait, on comprend très bien que finalement c'était un pays en guerre bien avant en fait cette intervention américaine, et que ces guerres en fait et ces changements de régime en continu, en profondeur en fait, affectaient les structures sociales de ce pays-là. Alors, la question que je me pose, c'est peut-on pas dire que les talibans ont fait quelque part aussi de cette instabilité continue leur fonds de commerce et qui leur a finalement permis d'asseoir peu à peu leur autorité en apparaissant peut-être et surtout auprès de la population rurale, et je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ce point en particulier, mais en apparaissant peut-être auprès de la population comme les seuls acteurs finalement capables de porter un projet politique continu et stable. C'est absolument leur discours. C'est-à-dire que, par exemple, il y a toute la manière dont les talibans naissent fait l'objet d'un mythe, d'un véritable mythe, d'un récit autour d'une histoire de viol où Mollah Omar aurait été profondément indigné et se serait levé, aurait pris ses amis, aurait dit « il faut que ça s'arrête ». Et donc, il a pris sa Kalachnikov, demandé à ses amis de prendre sa Kalachnikov, il a libéré la femme enlevée et violée par ce commandant Saleh. Une histoire qui est évidemment invérifiable, qui est une histoire racontée, qui a une histoire qui a tout du mythe, disons, hein, et qui est symptomatique de quelque chose qui revient sans cesse dans les discours. Hein. Il y a un sens du récit chez les talibans qui est de se présenter comme le seul rempart face au chaos, au désordre et à l'effondrement. Hein. Et c'est fondamentalement le discours, la vision des talibans, aussi leur idéologie. Hein. Ils sont en face d'un effondrement total de la société auquel seul le clergé peut s'opposer. Hein. Et on retrouve typiquement les logiques de naturalisation des intérêts. Hein. Si vous dites que le problème, c'est un problème de dissolution des mœurs, d'effondrement lié à l'absence de croyance, eh bien les seuls qui peuvent remettre de l'ordre dans la société, eh bien ce sont les clercs, et donc ceux à qui il faut donner le pouvoir, c'est le clergé. On voit bien ici le projet d'État en creux des talibans, qui est un projet d'État clérical, un projet d'État théocratique, hein, où le clergé concentre tous les pouvoirs, car seul lui est à même de remettre les Afghans sur le droit chemin, car seul lui est à même de permettre aux Afghans de refaire société, de redevenir une unité, et donc de mettre fin à la guerre. C'est absolument le discours des talibans, c'est leur justification politique. Pour rebondir là-dessus, comment vous expliquez alors le succès aussi du droit taliban vis-à-vis finalement du système juridique gouvernemental? Est-ce que c'est uniquement une opposition, comme on l'entend souvent dans les médias occidentaux, entre le rural et l'urbain, ou est-ce que c'est plus compliqué que cela?
C'est plus compliqué que ça, parce que la frontière rurale et urbaine, elle joue énormément en Afghanistan. Elle joue d'autant plus que l'Afghanistan était un pays rural en 2001 et qu'il est devenu en 2021 un pays urbain. On est dans un pays aujourd'hui à majorité urbain, contrairement à ce que disent les chiffres de la Banque mondiale, hein, qui sont faux. Mais c'est une question plus compliquée parce que la plupart des urbains sont en fait des néo-ruraux. Ce sont des gens nés dans les campagnes qui se sont installés en ville, qui se sont réfugiés vis-à-vis des combats et qui sont encore en partie des ruraux. Hein. Et les talibans ont ainsi beaucoup eu, par exemple, un soutien populaire dans les périphéries des villes pour la simple bonne raison que, en fait, c'est les gens qui sont arrivés dans la périphérie des villes sont des ruraux. Les gens qui ne soutiennent pas les talibans sont d'abord la bourgeoisie urbaine, ces classes moyennes urbaines, c'est très compliqué d'utiliser ces mots. Enfin, ces gens qui sont un peu plus éduqués, qui ont été liés à l'intervention, mais qui se sont révélés au fur et à mesure de la guerre être un groupe assez réduit finalement, certainement pas la moitié de la population, plutôt quelques millions. Alors c'est un groupe, c'est une vraie population, hein, c'est quelques dizaines de pourcentages de la société afghane, mais ça n'est certainement pas la majorité. Ce qui a permis le succès des talibans, c'est d'abord, et c'est ça l'essentiel à comprendre ici, l'échec de l'intervention et le rejet des cours du gouvernement. Hein. C'est vraiment dans le creux de cet échec des cours gouvernementales qui est extrêmement corrompue. Hein. On développera peut-être ce point un peu plus tard, mais fondamentalement, ce qu'il faut comprendre à minima, c'est qu'à faire un procès dans un tribunal, aller à porter plainte dans un tribunal ou essayer de résoudre un conflit dans un tribunal du régime, c'est souvent arriver dans une mise aux enchères, puisqu'en fait, le juge prenait la décision en fonction du plus offrant. Et donc, dans un tel contexte, il y avait un mécontentement évident hein, lié à l'incertitude que provoquaient les décisions du gouvernement. Et mes interlocuteurs, à cet égard-là, me disaient jamais les talibans sont bien, ils me disaient les talibans jugent mieux que les juges du gouvernement. C'est par comparaison, les gens n'ont pas un choix indéfini de système politique en face d'eux, c'est relativement au gouvernement et à ces institutions que les talibans ont eu un succès dans les zones rurales. Donc, je pense qu'on l'a bien compris. Donc, ce que vous dites, c'est que les talibans cherchent à promouvoir donc, une autre forme de gouvernement tout en maintenant quand même les frontières de l'État afghan. La question qui va nous intéresser à présent, c'est comment font-ils finalement pour créer une allégeance à leur cause? Comment arrivent-ils à asseoir leur légitimité? Vous écrivez à la page 279 dans votre livre que trancher des conflits devient un moyen pour les talibans de s'implanter et de se faire reconnaître comme autorité. Mais vous nuancez ce même propos un peu plus loin en écrivant que si le droit contribue de manière générale à l'implantation du mouvement, les mécanismes qui permettent aux insurgés, au niveau microsociologique, d'accroître leur base sociale restent à préciser. Car en effet, ça revient beaucoup dans votre ouvrage, il y a de nombreux Afghans qui vont effectivement se tourner vers des juges talibans, tout en restant néanmoins opposés à un retour des talibans au pouvoir. Comment on explique ça? Oui, c'est l'énigme essentielle de mon livre. Hein. C'est par cette énigme-là que j'ouvre le livre, parce que c'est comme ça que j'ai compris l'importance des cours. C'était un notable dans les campagnes, venu des campagnes autour de Kandahar, d'un petit district à l'ouest de la ville qui s'appelle Maiwand, à une quarantaine de kilomètres de la ville de Kandahar, qui avait été menacé à mort par les talibans, qui était lié au réseau du président Karzai, enfin, qui avait un rejet des talibans très visible, puisqu'on passe 2 heures d'entretien, il m'explique à quel point, selon lui, les talibans ne sont pas des talibans, faisant un jeu de mots sur l'origine du mot taliban, en disant que ça signifie l'organisation des talibans, eh bien, elle n'est pas faite d'étudiants en religion, elle n'est pas faite de gens qui connaissent l'islam, elle est faite d'ignards, quoi. Elle est faite de gens qui ne connaissent rien à la religion. Eh bien, au moment où je lui pose une question qui était devenue rituelle, parce que j'avais eu déjà écho une première fois de l'existence des cours, je lui demande est-ce qu'il a déjà eu affaire aux cours talibans. Il m'explique comment, quelques mois auparavant, un juge taliban a décidé en sa faveur. Et il m'explique un système très institutionnalisé, il m'explique comment il a pu traverser sans difficulté une des zones les plus intenses de combat parce qu'il avait un papier disant bien qu'il avait audience devant un juge taliban, et comment surtout il ne s'inquiète pas d'aller voir un juge taliban alors même que les talibans l'ont menacé de mort. Parce qu'il sait qu'à partir du moment où il va voir un juge, eh bien, les combattants le laisseront tranquille. Hein, et le juge décide en sa faveur, et c'est une des premières personnes à me faire comprendre la centralité de ça, puisqu'il me dit si les talibans ne sont pas bien, les juges talibans sont mieux que les juges du gouvernement. Et c'est vraiment cette question-là qui va me rester. Et la fin de mon enquête, quelque part, elle revient là-dessus, parce que à la fin, comprendre que les gens ont recours
ce qui a été intéressant, c'est qu'en parlant aux gens qui avaient fait usage des tribunaux talibans, le fait que les juges talibans jugent bien de leur point de vue ne signifiait pas qu'ils étaient d'accord avec l'idéologie des talibans, pas du tout. Et c'est tout le point de mon argument. Hein. Ce n'est pas de dire que le fait que les talibans arrivent à faire reconnaître leurs juges comme juges fait que les gens adhèrent à leur programme politique. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est le fait en étant reconnus comme juges, ils sont reconnus comme autorité politique, indépendamment de l'adhésion politique des gens. Et c'est bien ça, l'État. L'État n'est pas une institution qui est reconnue parce qu'on est d'accord avec ses décisions, elle est une institution qu'on reconnaît en dépit de nos désaccords. Elle est une institution qu'on reconnaît parce qu'on lui reconnaît le fait d'être celle à même de dire le droit, c'est la même de prendre les décisions, c'est la même de faire les politiques publiques. Et quand les gens, justement, refusent leur adhésion politique en même temps qu'ils reconnaissent les tribunaux talibans, c'est encore plus important que les gens qui reconnaissent les tribunaux talibans parce qu'ils adhèrent à l'idéologie. Hein, c'est justement ceux qui n'adhèrent pas à l'idéologie qui, quelque part, donnent le plus de légitimité à ces tribunaux. Merci beaucoup, Adam. J'aimerais peut-être revenir sur un point que vous avez déjà esquissé un tout petit peu dans une des réponses précédentes, à savoir la question de la corruption aussi dans les tribunaux gouvernementaux. Vous avez un résident de la province du Wardak qui vous dit, et je me permets de citer ce passage de votre livre, « Le tribunal des talibans est pour tous les Afghans, mais le tribunal du gouvernement est seulement pour les gens riches. » Et puis, vous avez un certain nombre d'autres témoignages qui relatent plus ou moins le même discours, notamment un qui dit avoir dépensé plus de $3 000 en pot de vin, sous-entendu, hein, pour faire avancer son dossier dans un tribunal gouvernemental, alors qu'il aurait pu régler cette même affaire gratuitement devant un tribunal taliban en 1 ou 2 jours. Donc, quel rôle joue en fait le népotisme et la corruption des dirigeants dans la légitimation des talibans? Un rôle central parce que les juges avec les policiers du côté du régime étaient les personnes les plus impopulaires dans tous les sondages qui valent ce qu'ils valent, surtout en Afghanistan, mais ce qui revenait de manière à peu près récurrente lorsqu'on demandait aux gens quelles étaient les institutions les plus corrompues ou quelles étaient les institutions sur lesquelles ils étaient les plus mécontents. Eh bien, c'était la police et la justice qui vont un peu ensemble, qui revenaient de manière systématique. Et parce que cette justice, notamment, elle a été le parent pauvre de l'intervention occidentale et ensuite elle est passée du parent pauvre d'un seul coup à une caricature de surinvestissement, de surdépenses, mais de manière complètement incohérente. On avait des profs de droit constitutionnel américain qui donnaient des cours de droit constitutionnel américain à des procureurs afghans, ce qui ne leur servait évidemment à rien. Ça a été un système qui est probablement le plus révélateur des méfaits de nos modalités d'intervention occidentale. Et bien justement, le système judiciaire qui en est sorti, eh bien, il était un système complètement népotique. Vous deviez payer pour que la plainte soit enregistrée. Il faut payer pour qu'ensuite elle avance. Il faut payer le juge pour qu'il prenne une décision en votre faveur, mais il faut payer plus que l'autre personne, sachant que les juges, très souvent, font traîner les affaires, évidemment, parce que c'est le moyen de faire monter les enchères. Et donc, il n'y a pas de décision avant 2, 3, 4, 5 ans. La plupart des gens faisaient la même chose, c'est-à-dire qu'ils font tous appel. 80% des décisions en première instance finissent en appel. 70% des décisions en première instance finissaient à la Cour suprême. Et donc, vous deviez payer à tous les niveaux. Et encore, si vous ne payiez pas le policier, l'autre partie pouvait simplement ne rien faire. C'est ce que faisaient les plus riches. Ils payaient uniquement au niveau de la Cour suprême ou de la police, ce qui faisait qu'ils perdaient la plupart des décisions au milieu. Et à la fin, ils gagnaient en dépensant des sommes plus importantes sur la dernière décision. Ça a un effet. Ça a un effet encore pire que l'absence de justice, parce que ça crée une forme d'incertitude terrible. Mais des gens qui étaient profondément liés au gouvernement, qui étaient engagés du côté du gouvernement, me répétaient à quel point le fait qu'ils ne pouvaient pas faire appel à ces institutions pour gérer un problème de propriété. Imaginez, c'est leur maison, c'est l'héritage de leur père, c'est des questions importantes, c'est le divorce de leur sœur ou de leur frère, c'est des questions qui sont vraiment essentielles dans la vie des gens. Eh bien, ça provoquait vraiment une forme de rejet très, très lourd. Et les talibans ont joué de ça. Les juges talibans n'arrêtaient pas de me répéter à quel point le gouvernement n'était pas un vrai gouvernement, mais il était un ensemble de gens corrompus et qu'eux, à l'inverse, ils étaient intègres. Et c'était effectivement l'un des éléments de leur propagande qui marchait très, très bien parce que leurs tribunaux étaient reconnus comme intègres par les gens. Mais je pense que peut-être on peut nuancer aussi un peu ce qu'on vient de dire, puisque dans votre ouvrage, on a quand même aussi des témoignages qui vont à l'encontre en fait de cette lecture un peu positivant finalement des tribunaux talibans.
Vous avez notamment une personne que vous avez interviewée et qui vous parle finalement plutôt d'une gouvernance par la terreur, puisque cette personne vous dit, si les talibans apprennent que quelqu'un a utilisé le tribunal du gouvernement, il sera très vite tué. Moi, je me dis, finalement, ça laisse quand même à la population très peu de choix. Donc, on est quelque part forcé quand même de se tourner plutôt vers les tribunaux talibans. Qu'en est-il? Oui, les talibans ont fait un jeu très savant, très, très malin de jouer à la fois quelque part d'une forme d'attraction politique en même temps que de la coercition. Et la chronologie ici, elle est essentielle et elle montre bien à quel point le droit chez les talibans, c'est une stratégie. C'est à la fois quelque chose qu'ils estiment comme devant faire, comme leur rôle historique en tant que personnes qui sont diplômées en droit islamique, mais c'est aussi une vraie stratégie militaire qu'ils vont mettre en place, au sens où avant 2010, ils laissent le choix aux gens. Avant 2010, le témoignage dont vous parlez, il est typiquement un témoignage de 2011, 12, 13, 14, quand les talibans commencent effectivement à changer de pratique. Avant 2010, ils laissent le choix aux gens, et puis notamment parce qu'ils ne couvrent pas l'ensemble du pays. La chose auquel ils ne donnent pas le choix aux gens, c'est qu'une fois que le juge taliban a pris sa décision, on ne peut pas faire appel à une autre instance juridique. Par contre, à partir de 2010, ils changent de registre, ils changent de stratégie. Ils se mettent à interdire aux Afghans d'aller voir les juges du gouvernement, d'abord simplement comme une interdiction formelle, puis progressivement, dans les années 2012, 2013, 2014, et alors de manière extrêmement claire à partir du retrait américain de 2014, ils punissent les gens qui vont voir les juges en faisant du simple fait d'aller voir les institutions du régime de Kaboul quelque chose qui peut vous mettre en danger. Et on voit bien ici à quel point on n'est pas dans une pluralité, on n'est pas dans une coexistence, on est vraiment dans une compétition à mort, et les talibans progressivement verrouillent de plus en plus leur règne, leur administration, et ils le font bien sûr par la violence, c'est-à-dire qu'ils s'assurent que ce qui à un moment était une possibilité devient à la fin une obligation. Dans votre ouvrage, vous relatez également une autre pratique par laquelle les talibans essayent finalement d'asseoir leur légitimité en tant que juge. C'est une pratique qui est peut-être qualifiée comme assez démocratique, toute somme, puisqu'il s'agit de la rotation des juges. Est-ce que vous pourriez revenir sur cela pour nous? C'est un élément essentiel, parce que si les talibans ont quelque part un avantage, j'ai vu d'autres systèmes judiciaires, ceux du pays grec des Kurdes en Syrie, ou ceux de l'insurrection syrienne, ou maintenant je vois un peu ce qui se passe au Mali. Les talibans sont contrairement à ce qu'on imagine, parce qu'il y a une apparence assez rudimentaire des décisions, des gens juste assis. À la couverture du livre, à cet égard, on donne un exemple, c'est juste des gens assis en tailleur en train de dire, comme me disait un juge taliban, c'est d'abord quelqu'un assis en tailleur sur un coussin en train d'écouter des gens qui lui parlent pendant que son thé refroidit. Ça dissimule en fait une certaine sophistication de ce système-là, et les talibans vont parce que justement le déobandisme est un courant religieux qui prône des logiques à la fois fondamentalistes mais aussi bureaucratiques, qui vont asseoir leur système juridique en inscrivant les juges dans de l'institution, en mettant en place un système hiérarchique avec des cours d'instance, des cours d'appel et une cour de cassation, puisque comme il s'inspire de la Constitution de 64 qui est inspirée du droit, elle-même du droit français, eh bien, ils utilisent le langage du droit français. Mais surtout un système de rotation que les juges revendiquent comme essentiel à leur fonctionnement, parce que pour eux, le problème de la corruption, c'est un problème d'interconnaissance entre le juge et ses usagers. Et donc, moi, je vais avoir plusieurs juges qui vont m'expliquer qu'ils ont fait des rotations du nord au sud du pays, de l'est à l'ouest, et qu'elles sont essentielles pour maintenir leur extériorité, parce que selon eux, l'impartialité dans une décision, elle vient de l'extériorité sociale. Il y a un vrai discours sur qu'est-ce que l'impartialité chez les juges talibans. Pour eux, l'impartialité, c'est le fait d'être extérieur, c'est le fait de ne pas connaître, et donc de juger en ignorance des gens et en connaissance des faits. On retrouve un discours de gens qui sont fondamentalement des juristes, avec une vision du droit très particulière qui est la leur, mais qui est bien une vision de juriste. Donc, après avoir vu comment les talibans ont réussi à asseoir leur légitimité, leur autorité dans un contexte de guerre civile et de profusion finalement des normes juridiques dont nous avons parlé, donc je vous propose désormais de passer à un autre chapitre et de décrypter un peu le fonctionnement même en fait de ces tribunaux talibans. Tout d'abord, il est là peut-être intéressant de noter, comme vous l'avez déjà fait, que le tribunal taliban n'est pas une institution, ce n'est pas un lieu fixe,
Vous parlez d'ailleurs dans votre livre de tribunaux ambulants ou encore de juges itinérants. La question qu'on peut se poser en tant qu'occidentaux, c'est comment les gens font pour aller voir un juge et quelles sont les procédures en fait à suivre lorsqu'on veut porter son cas devant un tribunal taliban. Les talibans vont être assez pragmatiques. Ils vont à un moment essayer de mettre en place des tribunaux fixes. Ils vont arrêter très vite. Ils vont arrêter très vite parce qu'à partir de 2007-2008, le renseignement américain a compris que les tribunaux talibans sont un élément essentiel de leur victoire et les juges deviennent une cible systématique. Et en fait, les tribunaux fixes sont des cibles récurrentes des raids des forces spéciales qui descendent de nuit et éliminent les militants talibans et en particulier les juges présents dans les tribunaux. Et donc, ils vont passer à l'inverse dans un système de justice qui dissimule d'autant mieux, qui protège d'autant mieux les juges qu'ils ne diffèrent d'aucune manière, quelque part, avec les rituels un peu classiques de la vie rurale. Et donc, les juges vont juger dans les mosquées, assis justement en tailleur devant leur thé qui refroidit, ou dans le salon d'une personne qui les accueille. Ce qui pose évidemment le problème de comment on trouve un tribunal qui bouge, qui est tout le temps en mouvement, d'un juge qui se cache. Et les talibans vont profiter ici de leur implantation dans les villages, de leur implantation sociale, c'est-à-dire qu'en fait, les juges vont être accessibles par le fait que les militants talibans de base ont le numéro du juge. Ils ont le numéro du juge ou du commandant qui s'occupe du juge. Il y a les talibans n'ayant pas de police, c'est les combattants talibans qui s'occupent à la fois de la protection du juge et de l'application de ses décisions. Et donc, en fait, les gens vont contacter le juge à travers les militants de base présents dans le village. Il y a toujours dans les villages où les talibans sont implantés 1, 2 ou plus de militants talibans qui, quelque part, font le relais entre l'insurrection et la population et qui font la mise en contact avec le juge. Ce qui va assez bien marcher du point de vue de mes interlocuteurs, puisque tous soulignent l'accessibilité des juges, la facilité qu'il y a à les trouver. Il faut dire aussi que le nombre de juges talibans est très important, puisqu'en 2009-10 à peu près, vous avez 800 juges talibans, soit autant que les juges du gouvernement, et à la différence des juges du gouvernement, vous n'avez pas une concentration dans les grandes villes, mais au contraire une dispersion dans les villages. Donc en fait, les juges vont être assez accessibles. Il y a une procédure à suivre qui est assez déterminée. Il faut porter une plainte. Ensuite, là où la procédure est beaucoup plus floue, c'est le temps de l'enquête, mais les enquêtes sont relativement courtes. Et ensuite, il y a toute une série de règles sur le recours, sur la manière dont on peut contester une décision prise par un juge taliban, avec ici quelque chose qui revient de manière récurrente chez mes interlocuteurs qui ont fait appel à un juge taliban, c'est qu'en fait, c'est compliqué, lorsque vous n'êtes pas lié au taliban, de contester la parole d'un juge. C'est très inquiétant, c'est très dangereux. Et donc, en fait, le système d'appel existe de manière à un fonctionnement qui est procédural, mais en pratique, il est seulement accessible, quelque part, aux gens qui sont suffisamment implantés dans le mouvement. Et on voit bien ici l'ambivalence chez les talibans entre l'accès aux juges et en même temps le fait qu'une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, il est difficile de le sortir. Et comment font-ils concrètement en fait, pour faire respecter leur jugement une fois que le verdict a été rendu, comment font-ils pour s'assurer en fait, que leur parole est bien respectée par la population? Ils vont s'appuyer sur les combattants, en fait. Il y a un commandant militaire taliban dans chaque province qui est nommé commandant de la sécurité, dont le rôle est de coordonner ces activités-là, mais c'est les combattants du mouvement, les militaires du mouvement qui sont chargés d'appliquer les décisions et d'obéir aux ordres du juge, avec un usage de la coercition qui est central. Il y a une vraie violence des décisions. Les peines capitales sont récurrentes, les amputations également. Les lapidations sont plus rares, mais les amputations, elles, par exemple, sont vraiment très fréquentes pour vol. Il y a un exemple de juge qui revendique d'avoir prononcé en une année plusieurs dizaines d'amputations, donc des chiffres qui sont quand même vraiment importants, avec quelque chose qui a été vraiment étonnant pour moi, parce que moi, je suis évidemment allé chercher cette question-là de la violence des décisions talibanes, qui était flagrante, qui était évidente, qui était partout. Et j'ai eu en face de mes interlocuteurs dans les zones rurales une réponse qui m'a beaucoup étonné. C'était le fait que fondamentalement, selon eux, cette coercition était une bonne chose et pas une mauvaise chose. Alors, c'était une mauvaise chose lorsque la justice était une justice politique, parce qu'on considérait que les juges talibans allaient trop vite. Souvent, ce n'est pas les juges talibans qui prenaient la décision d'exécuter une personne suspectée d'espionnage, mais les commandants sans le passage devant les juges. Et donc, les gens avaient ce regard sur cette violence-là en disant « elle est arbitraire ». À l'inverse, celle qui accompagnait la justice pénale, enfin tout ce qui est autour des vols ou des meurtres, et la justice civile, ce qui est autour du règlement des litiges
de propriété, qui était la grande majorité des décisions talibanes, hein, c'est du foncier, mais aussi du commercial, eh bien là, moi, j'avais au contraire un éloge de la coercition des talibans, et même une comparaison entre le gouvernement qui est incapable de faire appliquer ces décisions et les talibans qui le font appliquer. Pour comprendre ça, il faut comprendre le contexte d'incertitude profonde, hein, dans lequel vivent des Afghans après 40 ans de guerre civile, hein, parce que la guerre civile commence en 78, elle commence avant, en 2001. Et donc, les gens ont vu des conflits passer dans les mains de différentes autorités, des décisions souvent inextricables. Et comme me disait le perdant d'une décision juridique qui avait justement été particulièrement inextricable et où les talibans ont fait une vraie démonstration de force, 80 combattants qui arrivent au petit matin dans le village, une menace de brûler la maison et de bannir la famille qui refuserait de l'écouter, notamment la famille perdante, eh bien lui me dit, mais moi je peux enfin sortir de chez moi sans craindre mon voisin, je peux enfin sortir de chez moi sans ma Kalachnikov, hein, et c'est lui qui, je trouve, donne de manière la plus évidente les clés de la popularité de la coercition des juges talibans dès lors que la décision est vue comme juste, est vue comme impartiale, est vue comme non partiale, disons. Eh bien, c'est le fait justement qu'elle permet enfin aux gens de ne pas craindre leurs voisins, de mettre fin à des litiges dans un contexte d'incertitude particulièrement grave. Ce que je trouvais intéressant aussi dans votre livre, et c'est peut-être un point sur lequel on ne discute pas assez souvent, c'est justement l'évolution en fait, du droit taliban par réappropriation de normes et de pratiques importées par l'intervention occidentale notamment. On l'aperçoit essentiellement par la reprise de vocabulaire des institutions internationales. Vous l'écrivez d'ailleurs dans votre ouvrage, hein, des termes comme victimes civiles ou encore droits humains ou victimes collatéraux. On a tendance à les retrouver sous différentes formes aujourd'hui dans le droit taliban. D'ailleurs, le nouveau code taliban qui circule depuis 2010 inclut aussi désormais la possibilité de faire justement comparaître des moudjahidines devant un tribunal taliban si des pertes civiles, justement, ont été causées par des opérations qui auraient été menées par eux et qui auraient donc eu ce qu'on appelle en anglais les collateral victims. Hein. Est-ce que cela est le signe d'une certaine introspection de la part des talibans ou est-ce que c'est plutôt le résultat de ce que vous appelez justement dans votre dernier chapitre de l'ouvrage une internationalisation du droit par la guerre? Alors, pour moi, c'est d'abord le résultat de la seconde. C'est-à-dire que quelque part, les talibans vont évoluer tout au long de la guerre, faire évoluer leur interprétation du droit, se mettre à s'inspirer des normes internationales, hein, d'une manière assez à la fois implicite et explicite. Implicite au sens où ils refusent la légitimité de ces normes-là et donc le fait de les mentionner. Par contre, explicite au sens où ils le rendent très visible par l'usage du vocabulaire en le présentant comme inspiré du droit islamique. Sauf que le vocabulaire utilisé est évidemment celui du droit international humanitaire. On retrouve des pratiques qui sont assez récurrentes hein, chez les mouvements armés. Hein. Le PYD ne fait pas quelque chose de différent entre 2011 et 2014 lorsqu'il se met à prendre de plus en plus de termes liés au droit international humanitaire pour justement convaincre du fait qu'il est un mouvement légitime. Ce qui montre bien qu'il y a évidemment des pressions locales, hein, par exemple l'arrêt de la décapitation pour les gens qui sont accusés d'espionnage ou de collaboration dans les années 2000, c'est le résultat de pressions locales parce qu'il y a toute une série de révoltes, de micro-révoltes dans les campagnes contre des actes de décapitation de personnes suspectées d'espionnage ou de collaboration. Mais l'arrivée de ce vocabulaire-là, il n'est pas le résultat des pressions des gens, il est d'abord le résultat du fait que les talibans se mettent de plus en plus dans une posture de reconnaissance, d'être reconnu comme un interlocuteur dans la négociation, voire comme l'autorité étatique en Afghanistan. Et donc, ils se conforment aux normes internationales, au moins dans la forme, au moins dans le langage, au moins dans la mise en forme de leurs actes. Hein. Et on voit bien ici, paradoxalement, on dit souvent, par exemple, la CPI, ça ne sert à rien. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde l'Afghanistan, la CPI, la Cour pénale internationale, a des effets énormes. Elle a des effets énormes, non pas par les décisions qu'elle réussit à prendre, mais par le fait que les gens anticipent les processus juridiques. Hein. Et on voit ça en Syrie, on voit ça au Mali. Paradoxalement, la justice pénale internationale échoue dans ses décisions, elle réussit dans la transformation qu'elle produit chez les acteurs des conflits armés. Ça n'empêche pas qu'ils continuent à faire des exactions, ça continue, qu'il y a toujours des sévices, mais il y a une vraie reprise de la légitimité, du langage, de la rhétorique, et donc une reconnaissance, quelque part, d'une sorte de hiérarchie internationale des normes où le droit international humanitaire devrait s'appliquer partout. Nous avons donc vu avec Adam que les juges talibans étaient effectivement en mesure d'asseoir leur légitimité parmi la population
grâce à leur application prévisible et non corrompue du droit. Ils ont néanmoins été aidés par l'ingérence des forces occidentales qui ont aussi légitimé, parfois sans le vouloir, la présence des talibans et de leurs tribunaux. Sur ce point, j'aimerais peut-être qu'on s'attarde un instant sur la question des enjeux de propriété qui, me semble, ont été totalement omis par les forces de la coalition internationale. Ces dernières sont souvent intervenues, comme d'ailleurs dans d'autres guerres, pour des objectifs notables, comme pour la démocratie, les droits de l'homme, les femmes ou encore les élections. Et en se faisant, ont occulté les préoccupations des Afghans et des Afghanes. Donc la question de la propriété foncière, mais aussi de la succession et de l'héritage, ou encore de la gestion tout simplement des conflits locaux autour du bétail ou de l'accès à l'eau, constitue effectivement pour de nombreux Afghans vivant dans des zones rurales des vrais problèmes auxquels ils sont confrontés en fait au quotidien. Donc, est-ce que cela ne montre pas, je dirais presque une fois de plus, que les besoins des sociétés sont l'angle mort en fait des politiques occidentales? Oui, oui, sans même parler du fait que bon, sur les politiques occidentales à l'égard des droits des femmes ou à l'égard des élections ont été systématiquement comment dire, il y avait les discours et la pratique a toujours été contre le discours qu'on avait, ce qui a beaucoup joué d'ailleurs dans la défaite occidentale en Afghanistan. Ce ne sont pas des choses qui sont marginales dans la défaite, ce sont des choses qui ont de vrais effets. Il y a fondamentalement une non prise en compte des besoins des populations rurales qui va se mélanger pourtant avec un grand discours sur l'importance de prendre en compte le local. Et alors là, on trouve quelque chose d'assez systématique dans l'intervention occidentale en Afghanistan, mais en fait, dans les interventions occidentales un peu partout et dans les discours développementistes contemporains, c'est à la fois une sorte d'éloge de l'anthropologie qui serait la science des sciences qui permet de connaître la population, de la nécessité de s'intéresser aux intérêts les plus locaux, ce qui est hyper cohérent avec avec des pratiques néolibérales, parce que c'est tout ce qui permet de contourner l'État. Quelque part, vous dites, ce qu'il faudrait, c'est aller voir les gens dans les villages. Et en même temps, derrière des outils complexes de type études larges, sondages, grands surveys, il y avait une prise en compte assez faible des demandes populaires d'une population qui, en tout cas dans les années 2000, était encore à majorité rurale et qui donc avait des problèmes d'agriculteurs et qui ne demandaient pas une prise en compte locale de leurs intérêts, ils demandaient une forme d'autorité politique, une forme d'autorité neutre, un engagement étatique. Il y a eu toute une réinvention de la tradition et de la coutume lorsque les Américains voulaient se retirer, qui est passée par l'invention de proto-justice traditionnelle. On parlait de Jirgat, Shura, et en fait, c'était des ONG occidentales qui mettaient en place des programmes un peu partout, alors que les demandes des Afghans apparaissaient finalement assez... j'ai presque envie de dire universel, très, très simple. Il y avait une demande fondamentalement de justice, de sécurité sur la propriété, de pouvoir faire appel à une autorité, ou alors sur le plan économique, d'avoir un développement, d'assurer leur sécurité sur le plan alimentaire, de permettre que les ventes se passent un peu mieux. Et par exemple, il y a des choses en termes de développement qui auraient pu marcher très bien, qui n'ont jamais été faites, comme par exemple mettre en place des réfrigérateurs pour que des entrepôts réfrigérés pour que les produits des agriculteurs cessent de se perdre et cessent d'être vendus au plus bas, pendant que les Pakistanais profitaient du fait qu'eux, avec des entrepôts réfrigérés, vendaient au bon moment et se retenaient de vendre quand il y avait un surplus de tels fruits ou de telles choses. Vous avez une intervention qui est sous un langage de prise en compte des intérêts sociaux et des intérêts locaux, les a ignorés de manière assez systématique. Et dans ce contexte, on pourrait peut-être aussi évoquer le rôle qu'ont joué certains ONG occidentales, notamment dans le financement de la cause féministe en Afghanistan, creusant en quelque sorte aussi l'écart entre une population féminine kabylienne et les autres. Donc, dans quelle mesure cela a aussi renforcé peut-être les talibans? Et en même temps, cette question nous permet aussi de faire ensuite la transition avec l'autre question brûlante du dossier afghan, qui sont évidemment les femmes. Oui, bien sûr. C'est une question qui est très bien documentée parce qu'on a les très beaux travaux de Julie Billot et de Torun Wimpelmann, qui sont deux anthropologues qui ont travaillé, qui ont fait deux très beaux livres sur la question et qui montrent très bien ici à quel point l'intervention, elle a eu pour effet de se concentrer sur un certain type de femme. La femme éduquée, celle qui justement ne souhaite pas porter la burqa, celle qui est opprimée par sa famille, et c'est une vraie population qui existe. C'est toute une population d'ailleurs qui n'a plus sa place sous les talibans
aujourd'hui et qu'il faut, il faut bien entendre ici qu'elle a besoin d'être accueillie. Il y a un vrai besoin de faire sortir cette population-là d'Afghanistan. Le problème, c'est que ce discours-là, il ne répondait pas vraiment aux intérêts des autres femmes, aux intérêts d'autres femmes dans le pays. Et surtout, il était totalement décalé d'une société afghane extrêmement patriarcale, au point où, à force de produire cette logique, cette alliance quelque part entre des militantes féministes afghanes, rurales, urbaines, éduquées, de familles plus aisées, disons, avec des organisations internationales, elle a produit cette idée-là, aujourd'hui très répandue en Afghanistan, que le féminisme, eh bien, c'est quelque chose qui est lié à l'ingérence occidentale, c'est quelque chose qui est lié à l'intervention occidentale, c'est quelque chose qui est une forme de collaboration avec l'ennemi. Et aujourd'hui, le mot féminisme, dans la plupart de la société afghane, est considéré comme lié à l'intervention occidentale, ce qui a permis aux talibans de jouer un autre registre. Ils ont repris le registre des Moudjahidines dans les années 80 contre le régime communiste, qui était de dire que les talibans étaient des protecteurs, se présentaient comme des protecteurs de la dignité des femmes afghanes, du risque de dissolution des mœurs qu'allait provoquer l'intervention occidentale. Si vous voulez, le caractère détaché de certains programmes occidentaux et le fait de se concentrer sur une partie assez réduite de la population a donné quelque part aux talibans la possibilité de développer et de disséminer leur vision conservatrice dans le reste de la population. Alors qu'il y avait d'autres manières de faire. Juste pour vous donner un exemple, que vous compreniez que je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir une politique de vraies femmes, mais qu'il y en avait une qui aurait marché. C'était par exemple de se concentrer sur ce qui marchait bien dans les zones rurales, c'est-à-dire que les femmes tiennent les comptes en général, elles tiennent les budgets. Et si on avait renforcé la place des femmes dans l'espace domestique qu'elles avaient de tenir les comptes et de tenir le budget, on aurait pu provoquer des renversements de pouvoir très importants dans les familles, parce que c'est elles qui tiennent l'argent, sauf qu'elles ne savent pas compter, sauf que souvent elles sont illettrées. Et donc une concentration sur l'apprentissage des mathématiques et de l'écriture et de la lecture des femmes dans les zones rurales aurait eu des effets beaucoup plus bénéfiques, quelque part en termes de retournement des droits, mais ça correspond beaucoup moins à ce qu'on voulait faire en Afghanistan, à nos discours à nous. Donc, il y a quelque part quand même un vrai biais analytique, c'est-à-dire tout dépend en fait sur quelle femme on met le projecteur, hein, comme vous l'avez dit. Soit la femme kaboulienne plutôt moderne et libérale, ou bien les femmes de la campagne. À ce titre, j'aimerais quand même faire référence à un article qui est paru dans le New Yorker et qui a été écrit par le journaliste Anand Gopal, publié en janvier 2021. Et qui s'intitule d'ailleurs The Other Afghan Woman, donc l'autre femme afghane, et dans lequel il retrace la vie d'une femme qui est née à Sangin, dans la province du Helmand, avant l'invasion communiste en 1979. Et il écrit « Contrairement à Kaboul, relativement libéral, visiter les femmes dans l'arrière-pays n'est pas facile. Même sans la domination des talibans, les femmes ne parlent traditionnellement pas à des hommes sans lien de parenté. Les sphères publiques et privées sont strictement séparées et lorsqu'une femme quitte sa maison, elle maintient un cocon d'isolement à travers la burqa, habit qui a précédé les talibans de plusieurs siècles. » Donc, je trouvais intéressant de citer quand même ce passage, car en Occident, on associe souvent ce vêtement au règne des talibans. Par ailleurs, l'auteur dans ce papier montre aussi très bien en fait une mauvaise image aussi de l'invasion occidentale, notamment les mauvaises expériences que certaines femmes ont eues avec des militaires américains lorsqu'ils ont débarqué dans la province. Donc tout cela en fait pour dire qu'ailleurs qu'à Kaboul, les talibans sont peut-être vus comme un moindre mal, voire comme un symbole de paix. Pourquoi cette histoire-là, en fait, on n'entend jamais dans les médias en Occident? On a beaucoup de mal à accepter cette idée-là pour une série de raisons. La première, c'est qu'on a une grande méconnaissance du pays et donc on n'entend pas que le caractère très patriarcal des talibans, il est d'abord l'émanation de la société afghane et non l'inverse. C'est-à-dire que Anand Gopal parlait de la burqa. En fait, la burqa, c'est typiquement un habit qui va venir par la bourgeoisie urbaine en le prenant de la Perse. Hein. C'est en fait cet habit qui était démonstrateur du fait qu'on n'avait pas besoin de travailler, hein, puisqu'il est effectivement à peu près impossible de travailler avec une burqa. C'est un habit qui démontrait à l'époque, je parle du 18e, 19e siècle, le fait justement qu'on pouvait quelque part entretenir sa femme sans qu'elle ait besoin de travailler. Donc, on faisait partie de la noblesse perse. Puis, c'est un modèle qui va reprendre en fait la bourgeoisie afghane et qui va
va s'étendre aux campagnes, hein, les femmes dans les campagnes, évidemment, relevant leur burqa lorsqu'elles travaillent dans les champs parce qu'elle est intenable. C'est en fait par un processus d'imitation de groupes sociaux au 19e siècle que la burqa va s'étendre dans les campagnes. La burqa est totalement dominante à Kaboul dans les années 70. Les photos qu'on voit tourner toujours sur Facebook sont des photos qui sont totalement décalées. D'ailleurs, la photographe elle-même essaye depuis un certain nombre d'années d'alerter les gens sur le mauvais usage de ces photos de femmes en mini-jupe qui étaient quelques centaines, quelques milliers de femmes de la bourgeoisie afghane. Donc, on a une mauvaise image de la société afghane, mais on a aussi un problème, c'est qu'on a du mal à considérer qu'il y avait un politiste français qui parlait des objets détestables en parlant justement de nos analyses du nazisme, par exemple, hein, avec la difficulté qu'on a à reconnaître que les nazis pouvaient faire du droit. Il a fallu beaucoup de temps pour qu'on ait des travaux. Hein, c'est très récemment seulement qu'on commence à avoir des travaux sur les tribunaux nazis, parce que justement, comme les nazis sont méchants, quelque part, ils ne peuvent pas faire de droit. On a le même problème avec les talibans, c'est-à-dire que comme les talibans sont l'incarnation du mal à nos yeux, pour des raisons peut comprendre dans leur pratique politique, on devient absolument incapable de comprendre ce qui fait qu'ils ont un ancrage populaire et le fait simple qu'ils sont capables d'avoir un fonctionnement procédural, institutionnel, le fait qu'ils font justement du droit et le fait que ce droit donne plus de prévisibilité dans les campagnes que le donnaient les forces spéciales avec leur pratique de prise de parti dans les conflits fonciers pour ou contre dans le but d'avoir du renseignement et qui ont donné quelque part aux talibans la position d'être les pacificateurs dans les zones rurales alors même qu'ils avaient fini à la fin des années 90, à la fin du régime de l'Émirat islamique d'Afghanistan, eh bien, ils étaient devenus un peu impopulaires dans certaines zones rurales, notamment parce que leur côté brutal dans les peines et le fait de s'attacher aux moindres pratiques religieuses ou les conflits autour de questions de mœurs notamment avaient rendu les talibans impopulaires dans plein d'endroits. Et c'est vraiment par contraste avec des forces spéciales américaines, avec un régime qui apparaissait comme ça, que quelque part les talibans sont apparus comme ceux qui justement ils produisent de la prévisibilité. On sait ce qui se passe quand un juge taliban prend une décision. Il y a aussi un autre point en fait de la guerre que l'on n'évoque jamais en Occident et qui est pourtant bien réel sur le territoire, à savoir que la guerre et l'afflux justement des liquidités qu'elle provoque entraînent une inflation effrénée de la dot. Hein, c'est ce prix que les Afghans payent lorsqu'ils veulent se marier. Vous parlez dans votre ouvrage de taux en fait, et de chiffres qui sont quand même faramineux. Le prix de la dot a doublé depuis l'invasion américaine. On est aujourd'hui à 16 000 $. C'est quand même énorme. Ça expose quand même des femmes à une très grande vulnérabilité. Je voudrais que vous reveniez peut-être pour nous sur ce point, parce que qu'est-ce que ça signifie en fait des femmes qui aujourd'hui ne peuvent plus se marier et qui restent finalement un peu les grandes perdantes aussi de cette guerre? C'est très paradoxal parce que la dot est exactement, ça montre très bien la difficulté qu'on a parfois à regarder la société afghane sans immédiatement apposer notre vision. La dot est typiquement quelque chose qu'on regarde comme un des problèmes parce que la dot, c'est le fait que la famille de l'homme, et de l'homme en général, qui se marie, va payer à la famille de la femme pour que le mariage se fasse. Et en fait, cette dot, elle est paradoxalement la seule protection, elle est souvent le seul bien que détiennent des femmes. Et toute la difficulté, c'est que l'inflation de la dot, elle va plus que doubler, hein, parce qu'elle double en quelques années. Elle passe de 8 000 $ à 16 000 $, mais elle est passée en fait de quelques centaines de dollars, et souvent, elle était avant la guerre, elle était même en fait une série d'animaux ou des choses à des dizaines de milliers de dollars, ce qui fait que les jeunes hommes et les jeunes femmes ne vont pas pouvoir se marier, ce qui va provoquer un phénomène de gens qui restent sous la dépendance de leur père, femmes et hommes dans les campagnes afghanes, de gens qui sont incapables de se marier. Et les talibans vont se rendre très, très populaires en prenant une décision toute simple, en limitant le prix de la dot. Ce qui va d'ailleurs, décision toute simple, mais très difficile à appliquer, puisque très souvent, les militants talibans eux-mêmes, pour leurs filles, vont maintenir la dot au-dessus du niveau, et donc il va y avoir toute une série de tensions au sein du gouvernement taliban pour réussir à imposer cette décision-là. Mais néanmoins, ça fait partie des choses qui vont rendre les talibans très populaires dans les campagnes, parce qu'ils vont permettre aux jeunes hommes et aux jeunes femmes de se marier et de sortir en fait de la dépendance de leur famille qui les maintient dans une forme de dépendance, puisque la sphère domestique familiale en Afghanistan est une sphère qui est assez brutale, qui est assez violente, où les pères ont tout pouvoir.
Qu'en est-il des lapidations des femmes, puisque c'est un point qui est souvent très médiatisé en Occident. Dans votre ouvrage, on apprend finalement que ces peines sont rarement prononcées. Et ce, en partie, je trouvais ça assez amusant, ce, en partie à cause de l'arrivée des téléphones portables qui offrent aujourd'hui la possibilité justement aux femmes et aux hommes de communiquer clandestinement. Ainsi, un notable que vous interviewez vous explique, je cite, les familles perdent en fait le contrôle sur leurs enfants. Est-ce qu'on pourrait donc dire que l'arrivée du portable dans la ruralité afghane a amélioré la condition des femmes? Alors, l'arrivée du portable, elle a eu un effet paradoxal. Je vous prends les deux questions un peu séparément parce qu'elles sont toutes les deux très compliquées, mais elles sont très importantes. L'arrivée du portable, elle a un effet paradoxal, ou paradoxal ou assez logique en fait, hein, c'est qu'il va permettre aux jeunes Afghans de communiquer indépendamment du contrôle des parents. Et alors qu'avant, les mariages, enfin ils le sont toujours d'ailleurs, sont souvent arrangés par les parents avant même la naissance des enfants, notamment dans les zones rurales, l'arrivée du portable va permettre de multiplier les histoires amoureuses entre jeunes gens sans que les parents s'en rendent compte. En fait, vous remarquez, vous obtenez par des amis, d'amis, vous faites un passage de genre d'un genre à l'autre en général par le frère et la sœur à un moment, qui fait qu'au bout d'un moment, vous obtenez le numéro de la personne que vous essayez de trouver et puis vous vous mettez à échanger par SMS, sur Facebook, selon le type d'accès que vous avez aux réseaux sociaux, et qui a donc permis en fait des formes de liens dans la jeunesse, y compris dans les zones rurales, en dehors du contrôle parental. Ça va en même temps provoquer une vraie volonté de reprise en main des enfants par les parents. Hein. Il y a une vraie, la parole que vous citez de ce notable, hein, c'est bien un notable qui s'inquiète, ça provoque des formes de crise, de panique morale, pour reprendre le concept qu'on utilise parfois pour parler de ce genre de choses, c'est-à-dire d'un seul coup des gens qui disent qu'il faut à tout prix reprendre la main là-dessus parce qu'on ne sait jamais jusqu'à où ça va aller. Et la lapidation des femmes chez les talibans, eh bien, elle est liée quelque part à ces discours-là de panique morale. Le fait que si on laisse un adultère se produire, eh bien, la société dans l'ensemble va s'effondrer et les gens vont cesser d'être croyants et ils vont finir par trahir l'ensemble de la société et ils vont collaborer avec les Américains. Vous voyez, cette espèce de continuum, cette escalade rhétorique hyper rapide que moi j'ai dans les entretiens. Les gens me disent l'adultère, c'est un problème essentiel. Et c'est des discours évidemment d'hommes, hein, pour des raisons évidentes, d'hommes qui ont le pouvoir et qui voient justement, qui ont peur de ce pouvoir qui s'effrite. Mais en même temps, les lapidations sont très rares. Et elles sont très rares parce qu'elles exigent pour se produire un ensemble elles provoquent des tensions énormes et elles exigent en fait un alignement entre divers intérêts. Une des lapidations que reconstitue Torin Wimpelmann, qui est probablement une des plus belles reconstitutions parce qu'elle reconstitue vraiment tous les éléments, tous les jeux d'intérêt au sein d'une famille, eh bien en fait, il se joue des choses à plein de niveaux. Il se joue l'oncle qui veut se venger du père de la fille, qui lui, à l'inverse, voulait cacher l'adultère et tout le monde voulait s'arranger. Il se joue le mollah de village qui essaye de se légitimer auprès des talibans. Et les talibans arrivent vraiment en dernière instance dans cette histoire, dans cette intrication de petites compétitions balsaciennes où la femme est un bouc émissaire. Et moi, je l'ai de manière récurrente chez mes juges, alors même que les juges n'ont aucune difficulté à revendiquer la nécessité de la lapidation en tant que telle. Lorsqu'on parle des quelques cas pratiques qui se sont passés, eh bien, ils expliquent souvent le fait qu'ils auraient bien voulu trouver un arrangement. Et on est dans un des endroits où, fondamentalement, certains juges tentent de trouver des arrangements dans certains cas et d'autres ne le tentent pas. On est dans un des endroits où moi j'ai une variation chez mes juges, mais où ce qui va faire en général que les lapidations se produisent, eh bien, c'est une congruence d'intérêt avec quelque chose ici qui est intéressant à noter, hein, c'est que les lapidations vont très souvent être soutenues par les gens du côté du gouvernement aussi. Paradoxalement, la lapidation, elle se produit quand elle fait consensus chez les hommes, voire parfois chez les femmes, parce que très souvent, des mères, typiquement l'oncle dans la question, c'est l'oncle maternel, et c'est très souvent du côté des mères qu'on va retrouver une pression à la remise en ordre des femmes, beaucoup plus que les pères. Les alliances dans les familles afghanes sont souvent croisées en termes de genre, ce qu'ont très bien montré l'anthropologie des années 60-70. La lapidation, elle est fondamentalement un élément central parce qu'elle révèle la manière dont la guerre, parce que la lapidation est interdite avant la guerre, hein, elle réapparaît dans la guerre avant les talibans, c'est pas propre aux talibans, c'est propre aux moudjahidines, elle apparaît dans les années 80, elle va réapparaître autour des discours d'instrumentalisation qui se jouent de tous côtés autour des effets de la guerre sur les femmes, et en même temps, elle se joue dans la volonté des talibans de faire passer leur discours moral et de leur articulation à des intérêts locaux.
Voilà. La lapidation, elle réunit l'ensemble de ces choses-là, elle les tient ensemble. Les femmes, ou parfois les couples, parce qu'en l'occurrence, en 2010, c'est un couple, hein, l'homme et la femme sont lapidés. Les couples lapidés sont ici les boucs émissaires au nom d'intérêts politiques ou de petits jeux sociaux dont ils font les frais. Donc là, vous parlez des femmes comme finalement les accusés, mais quid l'accès de la femme aux tribunaux talibans. Vous écrivez que les femmes ont la possibilité effectivement de saisir les juges talibans, mais en réalité, c'est quand même assez difficile pour elles. De par les conditions du terrain, puisque vous l'avez déjà dit tout à l'heure, ce sont des juges itinérants, ils se trouvent souvent cachés dans la montagne. Les femmes, elles ne peuvent pas finalement y aller toutes seules. Donc le résultat finalement de tout cela, c'est que la structure patriarcale se trouve quelque part renforcée, n'est-ce pas? Oui, oui, les talibans sont un mouvement qui justement va dans le sens du patriarcat très fort de la société afghane et qui l'accroissent. Ce qui était intéressant dans les entretiens avec mes juges, c'est que lorsque je parlais avec eux, alors même que j'avais des gens en face de moi qui justement essayaient de se mettre en scène comme les représentants du droit, de la rectitude, de la rigueur, on applique les décisions, etc. Quand je commence à poser des questions sur la propriété des femmes, parce que le droit islamique est clair, il est d'ailleurs injuste, enfin inégal, je veux dire, en termes de propriété, mais il donne une demi-part d'héritage aux femmes lors d'un héritage. Eh bien, ce que je demande, je parle au juge de l'application de cette demi-part, je me retrouve d'un seul coup avec les mêmes juges qui m'ont expliqué que la lapidation est nécessaire pour remoraliser la société, que l'amputation est nécessaire pour que les voleurs arrêtent de voler, qui commencent à m'expliquer que c'est très compliqué, qu'il faut faire attention aux usages, qu'il faut être à l'écoute, qu'il faut être souple, qu'il faut être flexible, parce qu'en général, en Afghanistan, la demi-part n'est pas appliquée dans les campagnes, hein, les gens refusent de donner une demi-part aux enfants. Elle est souvent confisquée par les frères, de facto. Et là, j'ai d'un seul coup des juges qui me disent c'est compliqué, il vaut mieux éviter. J'ai des juges qui m'expliquent quand des femmes viennent porter plainte que c'est probablement qu'elles n'ont pas épuisé tous les autres recours. Alors qu'un homme qui porterait plainte devant le tribunal, lui, on ne se pose pas la question s'il a épuisé tous les recours. Et on le voit bien ici, les juges talibans sont des représentants typiques, voire encore plus radicaux du patriarcat de la société afghane, et ils l'appliquent avec une brutalité très claire. Les femmes, moi j'ai des cas de femmes qui ont eu satisfaction devant les tribunaux talibans, ne serait-ce que parce que le caractère procédural de la justice talibane finit par être en leur faveur. Par contre, elle est effectivement très difficile d'accès. Les femmes qui se retrouvent face à des juges talibans se retrouvent face à des hommes qui les regardent avec suspicion, et dès lors, l'un des endroits où les passe-droits sont les plus évidents dans la justice talibane, eh bien, c'est lorsqu'une femme est impliquée dans l'affaire. On a bien une justice qui favorise les hommes, qui renforce le pouvoir des hommes sur les femmes et le pouvoir des chefs de famille sur leur famille, dans une volonté qui va avec la vision conservatrice des talibans de reconstruire la cellule familiale, une cellule familiale fantasmée, de reconstruire une société qui fonctionnerait parce qu'on laisserait aux pères de famille le fait de se charger de la gestion de leur famille à l'intérieur. Donc voilà, nous avons vu jusqu'à présent qui étaient les talibans, comment ils ont réussi à imposer leur autorité, comment ils étaient aidés en cela aussi par les actions et les discours occidentaux. Il reste maintenant à traiter en fait la question de leur projet sociétal. Selon vous, Adam Bashko, quel est le projet de société dont rêvent les talibans? C'est un projet de société qui réunit deux choses. D'abord, le fait de concentrer les pouvoirs aux mains du clergé, et là-dessus, les talibans ne feront pas de compromis. On l'a bien vu, leur gouvernement est un gouvernement qui est extrême, qui donne tous les pouvoirs à ce clergé. C'est aussi un projet de société profondément conservateur. C'est l'idée de revenir à un statut ex-ante qui serait celui d'avant-guerre, mais qui n'est pas du tout l'Afghanistan d'avant-guerre, évidemment. C'est comme tous les discours conservateurs. La logique d'un discours réactionnaire, c'est de parler d'un retour en arrière, mais en fait de produire autre chose. Et à cet égard, les talibans, ils ont un projet de société qui est révolutionnaire et non pas d'un retour en arrière. Ils changent la société en même temps qu'ils prétendent la renvoyer en arrière. Et c'est une société qui favorise les hommes par rapport aux femmes. On le voit bien, par exemple, dans la fonction publique. Aujourd'hui, le budget du gouvernement a été divisé par 5, puisque les talibans n'ont pas accès aux fonds occidentaux comme l'avait le gouvernement d'avant. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a eu plein de promesses de la part des talibans que les femmes pourraient garder leur emploi. Mais en pratique, si vous divisez par 5, eh bien, vous allez aussi devoir diviser par 5 la masse salariale, les fonctionnaires. Et dans cette lutte pour l'emploi, eh bien, les talibans favorisent les hommes par rapport aux femmes. Sur toutes ces questions-là, on va retrouver la société que les talibans
ont mis en place dans les années 90 avec des changements. Hein. C'est une société, par exemple, qui n'interdit plus la musique ou les films de la même manière qu'elle le faisait dans les années 90 parce que les combattants talibans eux-mêmes ont changé. Hein. Ils ont des portables, ils sont sur les réseaux sociaux. Mais par contre, c'est toujours une société qui sera extrêmement patriarcale. C'est toujours une société qui favorisera les Pashtuns et qui défavorisera les autres minorités avec un discours typique à la fois de l'État afghan d'avant-guerre, mais encore plus qu'avant, c'est-à-dire cette idée que tous les Afghans seraient égaux, mais que certains Afghans seraient plus Afghans que d'autres, et que les Pashtuns sont ceux qui sont les vrais Afghans, quoi. On retrouve vraiment un projet de société qui est une domination extrêmement brutale des hommes, des Pashtuns, du clergé sur le reste de la société. Et je me permets peut-être une dernière question avant de prendre les questions du public. Qu'en est-il en fait des autres minorités, et je pense ici notamment aux Hazaras, qui étaient entre autres aussi des victimes en fait du règne des talibans dans les années 90. Aujourd'hui, le discours semble avoir un peu changé, et notamment, je pense qu'on l'a vu avec les récents attentats qui ont été perpétrés par Daesh contre notamment la minorité chiite en Afghanistan, et où les talibans auraient plutôt tendance à protéger aujourd'hui ou à vouloir protéger les Hazaras. Oui, en fait, les talibans, enfin, il y a aussi en même temps une cohérence avec les années 90, c'est-à-dire que dans les années 90, il y a une série de massacres de Hazaras, de plusieurs milliers de Hazaras, il y en a 3, 4, qui sont à chaque fois des moments de réaffirmation d'une domination identitaire, d'une hiérarchie ethnique. Les talibans ont gardé cette idée-là, c'est-à-dire que les Hazaras sont des citoyens de seconde zone, d'abord parce qu'ils sont chiites, et que le système taliban, d'ailleurs comme le système du gouvernement d'avant, mais dans une mesure encore plus forte, affirme la primauté de la jurisprudence sunnite sur la jurisprudence chiite, c'est-à-dire jafarite, en l'occurrence en Afghanistan, et favorise de manière récurrente les chiites par rapport aux sunnites. Et les Hazaras sont les grands perdants de la guerre parce que depuis les 40 ans de guerre civile, ils ont pris les armes, ils ont réussi à obtenir une autonomie dans leur gouvernement local. En prenant les armes, ils ont réussi à produire une ascension sociale extraordinaire. C'était vraiment la minorité la plus méprisée en Afghanistan. Et ils ont investi beaucoup dans l'éducation, dans le fait d'obtenir des postes de fonctionnaires. Et sous les talibans, eh bien, ils voient tous ces investissements se déliter, tous ces efforts-là disparaître. Les talibans vont, comme ils le faisaient dans les années 90, d'ailleurs, il y a un accord très clair avec l'Iran sur cette question-là, protéger la minorité hazara de l'État islamique et c'est pas un mouvement génocidaire, contrairement à ce qu'on peut lire parfois, pas du tout. C'est un mouvement qui, par contre, fait des Hazaras des citoyens d'absolue seconde zone, qui vont être éloignés du pouvoir, qui vont voir toute l'ascension sociale qu'ils ont vécue dans les 40 dernières années annulée, ce qui explique d'ailleurs aussi pourquoi beaucoup de Hazaras veulent partir, en particulier les Hazaras éduqués, parce qu'ils n'ont aucun avenir dans le pays. Merci beaucoup, Alain, d'avoir répondu à mes questions. Je vais désormais prendre les questions du public. Donc, nous avons une qui nous a été envoyée par Philippe Boiron. Il dit merci pour cette conférence. Je lis beaucoup que la base des talibans sont surtout des illettrés incultes qui appliquent bêtement les consignes de leurs supérieurs. Qu'en est-il d'après vous? Non, c'est toujours le jugement qu'on fait au mouvement qu'on diabolise. La base des talibans est évidemment illettrée au sens où la plupart de la société afghane rurale est illettrée. On est dans un pays où le niveau d'illettrisme est plus élevé, mais si vous commencez comme ça, c'est pas la base des talibans qui est illettrée, c'est la société, c'est une grande partie de la société afghane. On est face à un mouvement qui est par contre, et moi c'est comme ça que je dirais, c'est d'abord un mouvement discipliné, un mouvement qui a un leadership assez homogène, parce qu'il est formé dans les mêmes écoles, donc vous avez une élite qui quelque part a une grande solidarité, a une grande similarité dans le profil social, a une même vision de la société, et donc vous avez un mouvement qui est très cohérent, qui est très idéologique, et qui est très strict dans le fait que les combattants doivent appliquer les décisions des supérieurs. Pour autant, si on veut comprendre les talibans, il faut comprendre que c'est un mouvement social qui représente justement ces milieux ruraux avec tout ce qu'ils ont de vision de la société, qui ne se réduisent pas à une logique d'un culte. Par exemple,
un exemple typique qu'avait très bien montré Martin Bailey, le grand spécialiste de la musique afghane. On a toujours parlé d'interdiction de la musique dans les années 90 et on est en train à nouveau d'en parler là, un peu partout dans les réseaux sociaux. C'est une très mauvaise lecture de ce qui se passe en Afghanistan. Ce qui se passe en Afghanistan, c'est une guerre des musiques. Les talibans ont une musique qu'ils mettent en avant, qui est en fait une musique d'inspiration religieuse, accompagnée des chants qui sont, c'est en fait des chants et des récitations accompagnés de percussions. Et quelque part, ils ne sont pas dans une logique de rejet de la musique en soi, ils sont dans le rejet de la musique qui n'aurait pas une visée religieuse. Ils sont bien on est bien dans une guerre de culture, si vous voulez, au sens anglo-saxon du terme. On est dans une volonté de mettre en avant une vision par rapport à une autre. Et je crois qu'on comprendrait beaucoup mieux l'Afghanistan si on comprendrait ces rapports de force-là. Ça vous dit aussi que la guerre civile, elle est peut-être finie après 43 ans en Afghanistan, mais il y a une guerre sociale qui va continuer cette guerre civile-là. Cette guerre sociale, elle a commencé avant la guerre civile. La guerre civile des 43 dernières années était quelque part la cristallisation de cette lutte entre les diplômés des universités et les diplômés des écoles religieuses. Et elle va continuer de la même manière que la chute du gouvernement républicain espagnol n'a pas mis fin à la lutte de la part des républicains contre le régime franquiste, de même que les diasporas iraniennes aujourd'hui, eh bien, elles se battent aujourd'hui contre le gouvernement des mollahs en Iran. Vous allez avoir la même chose. Et les talibans, de leur côté, ils vont aussi se construire dans cette lutte contre ces élites libérales, contre ces milieux libéraux, de plus en plus en diaspora, mais aussi dans les grandes villes afghanes, qui s'opposent à leur vision de la société. Il y a une guerre sociale qui va continuer après la guerre civile. Merci beaucoup, Adam. Une deuxième question qui nous vient de Abdul Fattah Rari. Bonjour, vous mettez l'accent sur le rôle prépondérant du droit dans la réussite des talibans face au gouvernement afghan et les armées occidentales. Face à la complexité de la problématique afghane, ne s'agirait-il pas d'une surestimation du système judiciaire taliban en sous-estimant les facteurs principaux de ce conflit qui dure depuis 4 décennies? Je ne pense pas. Je pense que, alors je ne sais pas à quoi vous faites référence, mais j'imagine que vous faites référence soit à la géopolitique, soit à l'ethnicité. Il y a toute une série de facteurs dans cette guerre qui jouent un rôle et qui sont essentiels. Le droit est ici intéressant, c'est ça l'argument que je fais plus exactement, parce qu'il permet à un mouvement de mettre en avant sa vision de la société et sa vision de l'État, en le présentant non pas comme un problème, comme une question justement d'une vision politique et pas d'une autre, mais comme des simples décisions pragmatiques, concrètes, systématiques, juridiques. Je vous donne un exemple. Les talibans sont un mouvement qui favorise de manière évidente les membres de l'ethnie Pashtun. C'est évident. Quand je dis que c'est évident, c'est qu'en 2016, la Shura de commandement à Quetta, donc l'organe exécutif suprême des talibans, c'était 12 membres, un Tadjik, un Turkmène, un Ouzbek. Vous voyez, c'est des représentations par quota quasiment, et 9 Pashtuns. Dans une population qu'on ne sait pas, parce qu'on n'a pas de recensement, mais qui compte probablement 35-40-45% de Pashtuns, et plutôt 35-40 que 45 probablement. 75% du leadership qui est Pashtun, ça vous montre une surreprésentation évidente. C'est encore pire dans le gouvernement qu'ils ont nommé récemment. Il y a 90% de Pashtuns dans les ministres. Donc, le fait que les talibans soient de facto un mouvement qui favorise les Pashtuns, c'est une évidence. Le fait que leur droit n'ait pas favorisé les Pashtuns, le fait que les juges ne sont pas, que la surreprésentation est bien moindre chez les juges, le fait surtout qu'un Tadjik, un Hazara, ou même un Hazara chiite, dans les quelques cas où ça s'est produit, un Turkmène ou un Ouzbek est traité de la même manière qu'un Pashtun, eh bien ça a convaincu dans beaucoup de provinces du fait que les talibans étaient un mouvement qui n'agissait pas de manière ethnique, mais qui agissait comme un mouvement politique, idéologique, islamiste, nationaliste. Et ce n'est pas un hasard si la guerre a été gagnée dans le nord et pas dans le sud, puisque je vous rappelle que la prise de Kaboul, elle part du nord. Elle part du nord justement parce que ce mouvement qui favorise les Pashtuns plutôt que les autres dans son fonctionnement, eh bien, il a fini par convaincre de nombreux membres d'autres ethnies de le rejoindre et de se battre avec lui. Il a réussi à convaincre des représentants d'autres groupes ethniques qu'il valait mieux les talibans que le gouvernement. Et c'est par le nord que les talibans ont gagné. Merci beaucoup pour votre réponse. Il y a une question qui nous vient aussi de Facebook, de Chokri Sifi. Il demande au niveau géopolitique, pensez-vous que la montée des talibans va changer l'équilibre régional actuel? Et peut-être, je rajouterai à sa question aussi, comment analysez-vous finalement le rôle que joue le Qatar en tant que médiateur dans l'actuelle sortie en fait, des Américains de l'Afghanistan et puis la reprise du pouvoir par les talibans?
Oui, la révolution évidente, c'est le départ des États-Unis. Hein. Et on l'oublie peut-être aujourd'hui, mais dans les années 2000, les États-Unis avaient prévu de créer 4 bases permanentes en Afghanistan, une base permanente en Ouzbékistan, à Manas. Il y avait une double logique dans la politique étrangère américaine à l'époque, hein, d'encerclement de l'Iran et d'encerclement de la Russie. À cet égard-là, le départ d'Afghanistan et les désastres en Irak ont mis fin à cette hubris, cet espoir que les États-Unis avaient de s'installer de manière durable, d'installer une hégémonie de manière durable dans la région, hein. Au Moyen-Orient comme en Asie centrale, hein, on a vu l'influence américaine beaucoup diminuer, même si elle reste très forte. Il ne faut pas non plus, à l'inverse, aller trop vite. Mais évidemment, la victoire talibane, elle est également une victoire du Pakistan sur l'Inde, hein, parce que la guerre d'Afghanistan était une guerre par procuration entre le Pakistan et l'Inde, et les talibans ont été soutenus de manière systématique, sans compromis par le Pakistan, qui a maintenu son soutien, qui est le grand gagnant de la guerre, hein, l'Inde étant dans la région le grand perdant de la guerre. Le dernier élément à l'échelle géopolitique, et après je parlerai du Qatar, c'est évidemment la place croissante de la Chine, hein, mais qui n'est pas que liée aux talibans, elle ne fait que renforcer une tendance déjà présente, puisque les projets dits de route de la soie, qui sont en fait des grands projets d'investissement quasi continentaux de la part de la Chine, avaient largement marqué la montée en puissance de la Chine dans la région, au Kazakhstan et au Pakistan en particulier, avec la construction d'un port et de toute une série d'infrastructures électriques et routières. Les talibans vont probablement s'inscrire dans ces projets-là, d'autant plus qu'il n'est toujours pas clair si l'Occident ostracisera ou pas les talibans. Et donc, quelque part, de manière évidente, l'autre gagnant de cette guerre, c'est la Chine, qui, en ne faisant rien, se retrouve comme le pays qui va pouvoir investir, qui va pouvoir s'articuler aux talibans, même s'ils le font avec une prudence évidente ces derniers temps, hein. Contrairement à ce que certains pouvaient attendre, les Chinois ne se jettent pas sur l'Afghanistan, ils sont au contraire dans une inquiétude de ce que pourraient faire les talibans qui pourraient finir par humilier les Chinois ou les mettre dans une situation délicate à l'échelle internationale. Le Qatar joue un jeu qui est très, comment dire, qui est pas du tout à destination de l'Afghanistan quelque part, qui est d'abord à destination de l'Occident, hein, en Afghanistan. C'est-à-dire, le Qatar joue un jeu qui est fondamentalement un jeu d'intermédiation. Ils essaient de montrer qu'ils sont l'interlocuteur incontournable pour parler aux talibans. Ils profitent, hein, du manque de canaux des Occidentaux avec les talibans, du fait de s'être imposés il y a quelques années comme la place où les talibans auraient leur représentation extérieure, et donc la seule place où on peut parler aux talibans, hein, ce qui a fait que l'Inde, pour parler aux talibans, est passée par Doha, la France, pour parler aux talibans, est passée par Doha, les États-Unis passent par Doha. L'intérêt du Qatar là-dedans, et quand je vous dis que ce n'est pas un intérêt d'abord afghan, hein, le Qatar a fait plein d'autres choses. Il a proposé de remettre en place l'aéroport de Kaboul. Enfin, il se montre d'une volonté énorme sur toutes les questions qui importent l'Occident. Les vols, typiquement, c'est une question sur laquelle l'Occident était très vocal. Le Qatar joue en fait un jeu qui est un jeu régional. Le problème du Qatar, c'est qu'il est isolé face à l'Arabie Saoudite depuis des années, qu'il se retrouve dans une position face à l'ensemble du Golfe de tension. Et la stratégie du Qatar pour sortir du blocus saoudien il y a quelques années, ça a été de s'appuyer sur l'Occident. Ça explique la très grande présence du Qatar en France, aux États-Unis. Et bien l'Afghanistan, elle rentre dans cette stratégie-là, hein, de se présenter comme indispensable à l'Occident pour que l'Occident soutienne le Qatar dans sa marginalité dans le Golfe et dans sa position particulièrement marginale dans la région. Merci beaucoup, Adam. Il y a encore beaucoup de questions. Je m'excuse si on ne pourrait pas toutes les prendre. Il y a une question qui nous vient de Jérémy Rubenstein qui écrit « Je suis seulement en train de lire votre ouvrage. Ce qui me frappe dans ce que vous appelez l'anthropologie imaginaire des forces de la coalition, c'est la proximité avec le savoir des officiers coloniaux, entre parenthèses bureau arabe, au XIXe siècle. Il s'agit d'une sorte de savoir très précaire qui influe très fortement sur les stratégies adoptées. Comment expliquez-vous que les militaires, et pas que, actuels, choisissent des experts qui ne font que confirmer des préjugés stéréotypés, ou comment se choisissent ces expertises? Et comment se fait-il qu'un siècle et demi après ces bureaux arabes, on retrouve une telle constance? Je ne suis pas sûr de la constance parce que je pense que la situation a largement empiré. Moi je serais plus négatif que ça.
La constance, elle est évidemment dans les schémas orientalistes hein, qui continuent d'exister. Les schémas qu'on a sur l'Afghanistan sont assez récurrents d'une forme de… On parle en Afghanistan, par exemple, vous voyez les expressions récurrentes, le royaume de l'insolence, le cimetière des empires, sont des vieilles expressions coloniales britanniques hein, qui sont profondément fausses. L'Afghanistan n'est certainement pas le cimetière des empires. L'Afghanistan est un pays qui a été un protectorat britannique de facto de 1880 à 1919. C'est un pays post-colonial, c'est un pays dont les frontières elles-mêmes sont construites par le fait d'être un État tampon entre deux colonies. C'est certainement pas un cimetière d'empire. Et la victoire des talibans, elle n'a rien à voir avec l'altitude ou le fait que l'Afghanistan serait rétif à l'État ou à toute forme d'autorité. Au contraire, la victoire des talibans, elle est le signe d'une demande d'État et de la capacité d'un acteur à s'imposer dès lors qu'il arrive à incarner cette autorité-là. Donc il y a d'une part quelque chose de très idéal, c'est-à-dire qu'il y a certaines idées qui continuent d'être très en vogue, de l'incompatibilité entre des sociétés et l'État, qui sont… L'Afghanistan montre quelque chose, hein, l'échec de l'intervention montre l'importance des idées, c'est pas anodin, les discours qu'on a ou les stéréotypes qu'on a, ils peuvent se retourner contre nous, ça montre aussi très bien… à quel point les schémas de gouvernement qu'on a produits récemment, notamment les logiques néolibérales, quelque part, elles renforcent ces stéréotypes-là parce qu'elles vont trouver dans l'idée qu'il y a des gens incompatibles avec l'État le moyen parfait de ne pas avoir à passer par l'État, le moyen parfait de faire des modes de développement qui justement seraient informels, locaux. Je crois que le fait que l'expertise est mal choisie a beaucoup à voir avec les structures institutionnelles et le fait que ça empire est lié au délitement de nos institutions en Europe et aux États-Unis. Parce que l'expertise des bureaux arabes était déjà pas bonne, mais l'expertise du bureau arabe était faite par des gens qui passaient des dizaines d'années à la produire au moins. Enfin, c'était des véritables carrières, les bureaux arabes au XIXe siècle. Aujourd'hui, l'expertise sur l'Afghanistan dans les 2 dernières décennies, c'est pas des vraies carrières. Ça a permis à des gens de faire carrière, mais l'Afghanistan n'est pas la carrière. Il n'y a pas une carrière, quelque part, d'expertise sur la région. C'est des expertises qui sont… c'est des jeux de réseau et on le voit de même, en France, sur le Mali, il y a une expertise extraordinaire dans la recherche française sur le Mali. Moi, je l'observe. Pour rappel, il y a un vrai écart avec l'Afghanistan, où il y a un manque d'expertise évidente en France ou aux États-Unis sur la région. Il y a une vraie méconnaissance du pays. Au Mali, il y a des gens qui connaissent extrêmement bien le pays. Mais le pouvoir politique, il fonctionne en s'appuyant sur d'autres réseaux que ces gens-là. L'expertise est toujours mobilisée comme une idée. Hein. On va s'appuyer sur des experts. Sauf qu'en fait, les gens qui travaillent depuis 25 ans sur le monde arabe, depuis 25 ans sur le Mali, depuis 25 ans sur l'Afghanistan, ont fondamentalement une influence très faible. Moi, ça fait 11 ans, 12 ans que je travaille sur l'Afghanistan. On a fait appel à mon expertise de manière régulière dans l'État français. Autant vous dire que mon influence a été nulle. Absolument nulle. Elle n'a servi, c'est même ça qui est intéressant, c'est là qu'on voit ce qu'est l'expertise, elle n'a servi qu'à confirmer, qu'à justifier des décisions déjà prises. Donc quand mon expertise ne correspondait pas aux décisions, et je ne vous parle même pas de Gilles de Ronsoro, qui lui a 30 ans d'expertise sur la question, donc encore plus, grosso modo, quand j'allais contre, j'étais marginalisé, quand j'allais pour, j'étais mis en avant. Et ça n'a pas à voir avec la qualité de mon expertise, ça a à voir avec le fait que je tombais bien, quoi. Merci beaucoup, Adam. Une question qui nous vient de Sylviane Deschamps. Qui voudrait savoir de quelles ressources économiques les talibans disposent, puisqu'il semblerait qu'ils renoncent à la culture du pavot. Alors, pour l'instant, ils ne renoncent pas à ce qu'ils ont fait. N'allons pas trop vite. En 1998, ils ont éradiqué l'ensemble de la culture du pavot. Hein. C'est la seule fois depuis l'explosion du pavot dans la guerre dans les années 80 que l'Afghanistan n'était plus le premier producteur de pavot dans le monde. Donc, l'Afghanistan, à cette époque-là, l'avait fait dans une volonté de donner des gages à la communauté internationale en vue d'être reconnu comme l'État. Ils ont aujourd'hui exactement la même stratégie. Ce qu'ils ont fait, c'est que dans l'Helmande, ils ont réduit la production dans une partie du pays. C'est un message vers l'Occident en disant si vous voulez une politique d'éradication des drogues, nous, on est capable de la mettre en place. Par contre, il va falloir nous donner quelque chose en échange. Vous voyez, c'est un petit avant-goût de ce que les talibans, ils essayent de donner un petit avant-goût de ce dont ils sont capables pour appâter le chaland. Et le chaland, en l'occurrence, c'est l'Occident. Mais de toute façon, les vraies ressources sur lesquelles les talibans s'appuieront pour gouverner, c'est les taxes aux frontières. L'Afghanistan est un pays qui est un croisement de routes commerciales, et ces taxes aux frontières leur permettront justement de faire fonctionner un État avec un cinquième de l'argent qui a été là avant, sachant que la corruption provoquait un détournement de tout cet argent. Donc, je ne sais pas très bien à quel point ils ont moins de ressources que les administrations actuelles, mais disons que ce n'est pas une division par 5 en réalité, puisque la division le budget tel qu'il était écrit n'était pas un vrai budget. La moitié de ce budget au moins était détourné
par les fonctionnaires et par les élites politiques. Donc les talibans ne faisant pas ce genre de détournement, c'est probablement une division par deux du budget. Le vrai problème en Afghanistan, c'est pas est-ce que les talibans arriveront à faire fonctionner l'État, ils y arriveront à minima, avec un État réduit sur ses fonctions les plus régaliennes. C'est le fait qu'on est aujourd'hui dans une situation de famine qui commence avant l'arrivée au pouvoir des talibans. Le bilan le plus clair de l'intervention occidentale, quelque part, c'est le fait qu'avant l'arrivée des talibans au gouvernement, on est passé d'une population qui, en 2001, avait la moitié des gens en dessous du seuil de pauvreté, est aujourd'hui à 95%. C'était déjà le cas il y a un an. Et on est passé aujourd'hui d'un pays on est aujourd'hui dans la situation de crise humanitaire la plus forte que l'Afghanistan ait connue. On a eu 4 ou 5 années de sécheresse successives qui provoquent une crise alimentaire évidente et qui elle-même montre à quel point 20 ans de présence occidentale ont donné peu de choses sur le plan économique. On a un pays qui, en termes de développement, n'a pas beaucoup en fait connu de croissance. C'est vraiment une croissance en dents de scie, la croissance afghane. Il y a encore deux questions que j'aimerais vous poser ensemble, puisque ça concerne finalement la recherche et d'une certaine manière aussi la méthodologie et votre approche. L'une de Clotilde Rabot qui aimerait savoir dans quelle mesure vous avez eu accès au terrain pour mener cette recherche, et l'autre question nous vient de Renata Moustafina qui voudrait savoir dans quelle mesure les jugements normatifs sur les talibans vous ont accompagné ou accompagnent votre parcours académique. Quelles sont vos meilleures armes théoriques et méthodologiques pour lutter contre cela, et est-ce que ces armes sont différentes en France et aux États-Unis? La première question d'abord sur l'accès. Sur l'accès, c'était à la fois compliqué et quelque part beaucoup plus simple qu'on peut l'imaginer. C'est-à-dire que fondamentalement, j'avais des gens qui me prenaient en voiture, qui m'amenaient dans la maison de quelqu'un, et soit en général de la maison de quelqu'un, j'allais dans la maison de quelqu'un d'autre qui était lié aux talibans ou qui lui-même était taliban, et donc je me retrouvais à avoir des gens dans un salon. Vous savez, parfois la recherche, c'est beaucoup moins excitant quand ça en a l'air, même sur un terrain de guerre, parce que c'est fondamentalement le fait de rester dans un salon avec un thé qui refroidisse, un peu comme un juge, avec un carnet, un stylo, à écouter des gens raconter à longueur de journée des histoires et vous faire soit déplacer d'un endroit ou d'un autre, soit quand les gens ne veulent pas vous déplacer parce que les conditions parce qu'on ne veut pas trop que vous soyez visible, eh bien, en fait, on fait venir les gens jusqu'à vous. Et donc, c'est surtout toute la difficulté, elle est d'arriver jusqu'aux gens, de passer quelque part d'un territoire contrôlé par le gouvernement à un territoire contrôlé par les talibans. Et ce qui me permettait de le faire, c'est justement ces gens qui étaient un peu marginaux-séquents dont je vous parlais, qui avaient à la fois qui étaient suffisamment du côté du gouvernement pour comprendre que je faisais une thèse, que j'étais ni journaliste ni espion, mais qui en même temps étaient suffisamment du côté des talibans pour me permettre de rencontrer leurs proches ou leurs amis ou des gens de leur région d'origine qui, eux, étaient des gens chez les talibans. Et par exemple, pour vous donner un exemple précis, j'ai beaucoup pu bouger dans l'Est, notamment parce que l'oncle côté maternel d'un de mes interlocuteurs était un très grand chef taliban de la région et qui a donc garanti ma sécurité. Et donc, avant de partir, j'avais quelqu'un qui me disait « vous ne pouvez pas y aller ». Par exemple, j'ai essayé notamment de négocier le fait d'assister à des audiences de tribunaux talibans et pas simplement d'avoir des entretiens avec des usagers et des juges. J'ai eu 2 fois des gens qui m'ont dit oui, et en pratique, ils ont annulé la veille, le jour d'avant, parce qu'il y avait des opérations militaires, parce qu'il y avait une fois des opérations militaires, et une fois en fait des gens dans la région en qui ils n'avaient pas confiance, et donc ils craignaient trop de me faire venir, quoi. Donc voilà, il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire, et faire de la recherche dans un contexte aussi incertain, c'est nécessairement accepter d'aller avec les déconvenus, pour citer un sociologue français. Alors, ces jugements normatifs, alors je ne sais pas très bien comment prendre votre question, elle est ambivalente. Quelque part, ces jugements, le contenu de l'idéologie des talibans ne m'a jamais vraiment accompagné, parce que moi, l'effort que je fais dans ce livre, et c'est ce qu'on appelle en sciences politiques la neutralité axiologique, c'est-à-dire le fait de détacher ses opinions de la description des faits. Moi, le travail que je fais dans ce livre, c'est de détacher mes opinions personnelles et ce que je prône pour une société de l'étude
que je fais. Donc moi, quand j'étudie les tribunaux talibans, je ne me demande pas si ce qu'ils font est bien ou mal. Je cherche pas à répondre à cette question-là. Je peux bien sûr vous y répondre. Je peux vous répondre. On pourrait avoir une longue discussion sur tout ce qui me choque et m'indigne dans le fonctionnement des talibans. Ça, c'est une discussion très simple. Et donc, j'ai pas vraiment de problème, ni en France ni aux États-Unis, à maintenir cette posture-là, parce que ma posture, elle est assez claire, y compris dans l'écriture du livre. Il n'y a pas de doute sur la distance que je maintiens. Je le dis de manière très claire et de manière assez répétée sur ce que prônent les talibans et le fait que simplement, moi, j'essaye de décrire. Et dans tous les cas, quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir des talibans, quel que soit le rapport qu'on a, qui est assez consensuel en Occident, tout le monde est contre. C'est pas très compliqué. Mon point, quelque part, il est de dire l'important, le rôle, quelque part, d'un chercheur, c'est de faire ce que les autres n'osent plus faire, n'arrivent plus à faire, de décrire avec distance, de décrire les faits, de raconter, de rendre compte des choses qu'on n'accepte pas de voir. Mon problème, il n'est pas de savoir si le fait que les talibans ont gagné par le droit fait d'eux un mouvement plus ou moins appréciable, qui devrait plus ou moins être reconnu. Le fait est qu'ils ont gagné la guerre par le droit, et il faut le dire, il faut le voir, il faut s'en rendre compte. C'est extrêmement essentiel. De même que ça permet de comprendre pourquoi nous, on a échoué dans cette intervention-là, parce qu'on pourrait parler longuement aussi de fallait-il intervenir en Afghanistan ou pas, l'intervention avait-elle des buts nobles ou des buts pas nobles, mais déjà, avant même d'avoir toutes ces discussions pour savoir si ce sont les bonnes choses ou les mauvaises choses, le point essentiel que moi j'essaye de faire, c'est que l'intervention occidentale, elle a antagonisé des gens, elle a antagonisé toute une partie de la société. Alors peut-être la dernière manière de répondre à votre question, parce qu'elle est quand même essentielle, elle est le rôle du chercheur dans la cité, donc elle est essentielle. Ce que je ramène avec moi de mon étude sur les talibans, c'est deux choses. Deux choses qui me paraissent d'autant plus importantes aujourd'hui avec la radicalisation des positions politiques sur la scène politique française. La première chose que je ramène avec moi, et elle me paraît très importante, c'est que l'Afghanistan, comme toutes les guerres civiles, c'est un moment où on voit, c'est un révélateur beaucoup plus qu'un espace extérieur, qu'un espace exceptionnel. C'est un révélateur du dysfonctionnement de certaines de nos politiques occidentales. L'Afghanistan, c'est un terrible miroir pour nous. C'est un miroir qu'il faut prendre au sérieux quand on est occidental. C'est un miroir de l'échec du néolibéralisme, c'est un miroir de l'échec des sous-traitances. Tout est très banal. Si vous lisez le chapitre que je fais sur les modalités de construction étatique en Afghanistan, sur le state building, vous allez voir, c'est une banalité confondante. C'est terrible, ça rappelle les autoroutes en France. Bien sûr, c'est pire, c'est plus grand, c'est plus fort, c'est plus visible, c'est plus violent, mais les mécanismes sont les mêmes. Alors, d'abord, l'Afghanistan, c'est intéressant parce que c'est un miroir des effets catastrophiques de nos politiques qui, en déconstruisant l'État, finissent par produire de l'incertitude. Le deuxième, il est aussi très important à mon avis, je le vois de plus en plus, c'est qu'une guerre civile, c'est quelque chose de très particulier et ce n'est pas ce qui se passe, contrairement au discours qu'on a aujourd'hui aux États-Unis en France. Il n'y a pas de guerre civile en France, il n'y a pas de risque de guerre civile en France, parce qu'une guerre civile, quand on regarde l'Afghanistan, c'est très simple. Ça exige des mouvements organisés, armés, structurés, avec une véritable idéologie qui tiennent c'est une question militaire, ça exige un sanctuaire, des pays qui soutiennent. On n'a pas aujourd'hui, je ne sais pas moi, un pays voisin qui accepterait que des musulmans français armés, organisés autour d'un parti politique. On n'a même pas de parti politique musulman en France. On n'a rien qui ressemble à une guerre civile. Aux États-Unis, on a la même chose. On a un discours de la guerre civile qui est très ancré en fait, dans les élites plutôt dominantes. C'est le cas du Parti républicain qui parle du risque de guerre civile, comme c'est le cas de la droite française, de l'extrême droite française. Mais on n'a pas du tout, à l'inverse, chez les minorités de constitution aux États-Unis d'une branche militaire. Au contraire, il y en a moins que dans les années 70. Si on veut parler de quelque chose, il y a plutôt un apaisement des sociétés et une radicalisation des élites, puisqu'il n'y a plus les Black Panthers, qui étaient un mouvement, lui, pour la peine, qui prenait la sécession et s'armait. Il n'y a plus du tout en France de mouvements de gauche qui prônent des formes d'armement de la société et d'organisation et de lutte armée. On est plutôt dans une situation où, paradoxalement, les sociétés sont apaisées et les élites et les médias sont effrénés. Et une guerre civile le rend très visible. Quand vous allez en Afghanistan et que vous voyez au Mali ou en Syrie ce qu'il y a une guerre civile, je vous jure que vous voyez la différence. Je vous jure que vous voyez la différence. Merci beaucoup, Adam. Je prends ces derniers mots comme une conclusion et comme une leçon peut-être aussi à tirer justement de votre travail. Encore une fois, je montre votre livre parce que je voudrais vraiment saluer le travail de terrain que vous avez fait et surtout le travail d'enquête et sur les entretiens notamment, dont je pense que les quelques questions que j'ai pu vous poser ne rendent pas encore suffisamment compte. Donc, je voudrais vraiment encourager les personnes qui nous ont suivis ce soir à acquérir votre livre et à le lire avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup à vous.
Et merci aussi aux spectateurs qui nous ont suivis, soit sur Facebook ou bien sur Zoom. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une projection débat. Ça se passe le mardi 9 novembre à 18h30 avec Lucas Vernier qui viendra au Carep pour projeter son film Ahlan wa sahlan. Et donc pour moi aussi, je vous dis Ahlan wa sahlan pour venir le visionner en direct chez nous. Merci beaucoup et très bonne soirée ou très bonne journée, Adam. Merci Isabelle, merci à vous pour vos questions.